des abords de l'école François Villon. Eh bien, sachez qu'après cette expérimentation qu'on avait menée pendant plusieurs mois, on a lancé ensuite des consultations auprès des riverains et des riveraines, auprès des équipes enseignantes, auprès également des enfants, à travers des petits questionnaires pour savoir comment on pouvait envisager la suite de cette expérimentation. Et les retours que nous avons eus allaient évidemment grandement et majoritairement dans le sens d'une confirmation de cette sécurisation et de cette... alors, on a choisi ce que vous voyez, si vous n'êtes pas encore allé à Chagnolet depuis cet été, vous voyez sur la gauche ce qui avait été mis en place toute l'année passée, donc avec ces... Alors, je n'ai pas le terme technique, monsieur Martaille, c'est quoi, des balises, des... Oui, on va dire des balises. Oui. Des balises. Le terme technique. Je ne l'ai plus. C'est pas très beau. Bon, des balises blanches et rouges, et désormais vous avez ces poteaux. Donc on a vraiment pris en compte les retours des potelets, noir et blanc. Je n'ai pas les termes techniques. Mais donc c'est vraiment après consultation des différentes parties prenantes qu'on a pris cette décision et on s'est aussi inspiré de retours pour mettre en forme ce mode de fonctionnement. Un petit point restauration scolaire, vous le savez, nous avons désormais un nouveau restaurant scolaire, un nouveau self. 530 repas sont proposés au quotidien sur la commune de Dompierre-sur-Mer. Là aussi, quelques chiffres quand même. Le coût de fonctionnement qui comprend l'entretien, la réparation, la subvention, c'est 613 351 € par an. Le prix de revient d'un repas, c'est 8,76 €. Donc, on a déjà voté ici des changements quant aux tarifications des repas, mais vous voyez à quoi, enfin, le prix de revient est donc nettement au-dessus du prix qu'on demande, enfin, qu'on facture auprès des familles. Mais c'est important aussi de savoir ce que signifie le coût d'un repas sur un temps de déjeuner. Et le coût de la pause méridienne, donc là on comprend l'encadrement, donc les ressources humaines aussi qu'on met à disposition sur ce temps de pause méridienne, qui est de 116 809 €. La participation d'1 € demandée aux familles, pour les familles les parents qui sont ici ou les parents qui nous écoutent, c'est cette participation d'1 € qu'on a demandé en début d'année scolaire pour ce temps de pause méridienne justement d'encadrement. C'est 1 € pour toute l'année. C'est une participation assez symbolique, mais pour qu'aussi les familles comprennent qu'il y a tout un travail pédagogique qui est aussi proposé sur ce temps de pause méridienne. Le maintien de 2 services lors de la pause méridienne dans toutes les écoles, pas du tout. Excusez-moi, le maintien de 2 services sur l'école Chagnolet, et sur le reste, on est sur un roulement du self. J'ai oublié de le préciser là, mais bon, c'était assez évident. Le maintien de la collaboration avec le centre social Village de Nice, puisque vous savez qu'on travaille avec les animatrices et les animateurs du centre social sur ce temps de pause, et la présence systématique d'animateurs et d'animatrices à l'intérieur du restaurant scolaire de manière à mieux accompagner les enfants sur ce temps de déjeuner. Notamment pour les CP cette année qui vont expérimenter le self, ça peut être un petit peu perturbant au départ, donc il faut être là pour les accompagner, les aider à porter le plateau, les aider à comprendre le système de self. Je vais un peu vite parce que c'est une introduction, donc je ne voudrais pas être trop longue. Sachez qu'une commission va réunir prochainement les représentants des élus, les parents d'élèves et les agentes et les agents de la ville pour travailler au niveau des menus qui seront proposés en 2026. Les élus du CMJ aussi font un travail autour de ces menus proposés. Et puis également des animations thématiques à venir, des animations des services de l'eau de l'agglomération et de l'association Unicité, et puis aussi notamment le grand repas. La date a déjà été fixée au 9 octobre prochain, donc ce grand repas auquel la commune s'associe déjà depuis 3 ou 4 ans. Et qui est un moment vraiment de partage et qui permet aux parents d'élèves qui ont été élus, à 2 personnes de l'équipe enseignante et à un agent ou une agente, enfin directeur ou directrice des services, plus un ou une élue, de partager un temps de repas dans l'espace de restauration des enfants. Juste rappeler que l'école est aussi riche de sa diversité et qu'on fait au mieux pour accueillir les enfants à besoins éducatifs particuliers, dont ceux en situation de handicap, et qu'il y a des formations des personnels d'animation et des ATSEM qui sont proposées à nos professionnels avec le soutien du pôle ressources handicap du département. Et puis un petit point sur les PAI, les projets d'accueil individualisés, auxquels la municipalité est forcément associée, et on essaye vraiment d'écouter et de prendre en compte les demandes et les besoins des enfants, et on sollicite à ce sujet toutes les familles en fait qui ont besoin d'un PAI, les enfants qui ont besoin d'un PAI pour pouvoir être bien au fait de ces situations, pour qu'il n'y ait absolument aucun souci sur les temps scolaires et les temps de repas.
L'accueil périscolaire, rapidement, l'accueil collectif pas du tout, l'accueil collectif de mineurs du centre-bourg et l'accueil collectif de mineurs de Chagnolet. Donc la cabane animée avec 100 places au village pour les enfants de maternelle, CE2, CM1 et CM2. L'As de pique, c'est une nouvelle proposition qui a été faite auprès des enfants de CP et de CE1 de Picasso. En fait, on a réhabilité et maintenant on utilise l'ancien espace de restauration de l'école Picasso pour proposer cet accueil collectif et c'est un espace mutualisé puisqu'il sert aussi de bibliothèque sur les temps scolaires et de temps pour le RASED sur d'autres temps scolaires. Et puis l'accueil de Chagnolet avec l'accueil des enfants de la petite section au CM2 puisque c'est une école primaire, un accueil périscolaire le matin, midi et soir et mercredi, un accueil extrascolaire les vacances. Et je reparlerai un petit peu plus tard de ce qui a pu être proposé cet été par ces accueils collectifs de mineurs. Et j'en parle même tout de suite, puisque l'été a été riche et extrêmement dynamique. Là, je vous ai mis quelques petits exemples de ce qui a pu être proposé. Il y a eu notamment un mini-camp au camping des Vergers, parce que finalement, il n'est pas nécessaire forcément de partir très loin pour profiter, s'amuser et s'épanouir avec ses amis. Donc, c'est ce qui a été proposé. La construction et la mise à l'eau de radeaux. Vous parliez tout à l'heure, monsieur le maire, de tout ce que nous pouvons faire autour du canal. Et bien, ce canal a été largement utilisé aussi par les enfants cet été. Une sortie à l'aquarium, une sortie à l'île d'Oléron, en Vendée, le rallye Jeunes Citoyens. Enfin, voilà, vous avez en tout cas un certain nombre de propositions qui ont été faites aux enfants qui étaient ravis de pouvoir profiter de toutes ces animations sur le temps de l'été. Et puis j'en profite pour préciser qu'il y a également eu à nouveau les passeports qui sont proposés sur tous les temps de vacances scolaires aux enfants de Dompierre et de Sainte-Soule. La jeunesse maintenant, à travers notamment la Maison des Jeunes, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un chantier jeune qui a été proposé et 6 jeunes se sont associés à ces travaux d'entretien et d'embellissement pour nos enfants. Mais ce secteur, il est en pleine évolution, il y a beaucoup d'animation et de dynamisme et on en parlera un petit peu plus tard lors d'une délibération avec la mise à disposition d'une agente municipale sur le temps du collège. Mais sachez que pour 2025-2026, il y a encore beaucoup de projets en lien avec la jeunesse. Et on en profite aussi pour rappeler que la commune soutient les stages intégrés au parcours de 3e. Elle met donc à disposition des installations sportives municipales pour les cours de PS et notamment depuis quelque temps la salle Rivas. Donc ça c'est une nouveauté. Les collégiennes et collégiens peuvent maintenant utiliser cette salle pour des activités sportives. Et donc elle affecte une agente communale, mais on en parlera un peu plus loin dans le cadre d'une délibération. Et puis je voulais aussi saluer les étudiantes et les étudiants qui ont grandi à Dompierre-sur-Mer et qui maintenant ne sont plus scolarisés ici, mais qui sont certainement encore grandement attachés à leurs racines et qui peut-être reviendront sur notre commune plus tard. Et rapidement des actus de rentrée, sachez que la MAM sur un petit nuage devient la MAM des premiers pas. Cette MAM qui se situe à côté de l'école Éluard et qui a ouvert ses portes en septembre l'année dernière. La participation du CMJ au Forum des associations le premier samedi de septembre et qui est en ce moment en train aussi de chapeauter le World Cleanup Day. Je vous ai mis une petite image. Sachez que c'est en ce moment et ça a lieu jusqu'au 21 septembre. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet de la commune et vous associer à cette action. Et puis je le disais tout à l'heure, les passeports qui se perpétuent et qui continuent sur les prochaines vacances scolaires. J'en ai fini. J'espère ne pas avoir été trop longue, monsieur le maire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Marie pour cette synthèse assez complète mais qui remet aussi du sens dans nos actions et à chaque fois c'est la qualité de vos interventions, c'est que vous expliquez ce que vous faites mais pourquoi on l'a fait et comment ça a été mûri. Et donc c'est toujours intéressant de mettre en perspective tout ça. Quelques petits compléments à apporter à ces informations. La raison pour laquelle effectivement il y a eu un peu moins d'investissement sur les bâtiments communaux donc qui accueillent les enfants cet été, c'est en raison aussi de l'ampleur des travaux que nous y avions fait l'année dernière puisque nous avons inauguré il y a peu le nouveau restaurant scolaire. C'est le plus grand investissement de notre mandat, plus de 2,5 millions d'euros consacrés à la jeunesse et c'est aussi la raison pour laquelle il y avait aussi après cet investissement lourd d'autres choix à faire et à poursuivre. On a eu le plaisir d'ailleurs d'accueillir
Nina Métayer qui est venue donc visiter les installations, mais surtout qui a profité de sa présence pour rencontrer les agents de la restauration scolaire. Et c'est un beau moment de partage. Et on a découvert une jeune femme dynamique, sans doute aussi très bonne cuisinière, mais surtout excellente dans les relations humaines et puis dans la sensibilité. Et ses liens aussi avec les enfants ont été plutôt sympathiques. Préciser aussi, et c'est important, puisqu'on a eu quelques retours de personnes qui n'avaient pas trouvé de solution de garde pour leurs enfants, de garde périscolaire en centre-ville. Rappelez aussi que c'est un sujet qui nous préoccupe depuis longtemps, que la commune en 2020 accueillait, je parle du centre-bourg, pas de Chagnolet, mais le centre-bourg accueillait, grâce au centre social en 2020, 67 enfants en périscolaire. Cette année, c'est 144 enfants qui ont été accueillis en périscolaire. Et il a fallu pour cela, comme vous l'avez indiqué, ouvrir une nouvelle salle, puisque les moyens du centre social, qui a pourtant été inauguré il y a peu, n'étaient pas suffisants. Donc on accueille aujourd'hui 46 élèves donc dans une nouvelle salle, puisque le centre social en tout cas était effectivement, hélas, trop étroit et pas prévu pour cette augmentation de population de Dompierre-sur-Mer. Et parallèlement, et ça je vous le rappelle aussi, mais si vous vous en souvenez, puisque ça a été au cœur de nos débats dans les précédents conseils municipaux, nous avons aussi augmenté notre subvention au centre social pour qu'ils nous permettent et nous garantissent l'accueil des enfants. Et c'est pas une petite augmentation, puisqu'on est passé de 80 000 euros à pratiquement 180 000 euros de subvention annuelle. Donc c'est ce qui garantit encore une fois l'accueil des enfants, et de passer de 67 enfants accueillis en 2020 à 144 enfants accueillis cette année. Et c'est un effort qui a été consenti par la municipalité et par tous les Dompierrois, puisque c'est les impôts des Dompierrois, et donc c'était important de le rappeler, et qu'effectivement, hélas, il y a peut-être encore quelques enfants qui n'ont pas pu trouver de place, mais je suis sûr qu'on va trouver des solutions collectives. Dernière information, c'est plus lié là au collège, mais une petite peur, une crainte de la semaine dernière, puisque juste quelques jours après la rentrée, la principale a eu une émanation de mauvaises odeurs liées à l'eau potable. Les pompiers sont intervenus, les services de l'eau de l'agglomération sont intervenus aussi pour lever le doute, en tout cas sur la qualité de l'eau qui était distribuée, qui est bien conforme. Les odeurs que les collégiens ont pu ressentir, mais aussi beaucoup d'habitants de la commune, modification olfactive et visuelle de la qualité de l'eau, ce qui a pu être le cas sur une partie de la commune la semaine dernière, sont liés, semble-t-il, je mets encore un petit peu de conditionnel puisqu'on est encore en raison d'analyse complémentaire, mais en tout cas semble-t-il par des travaux sur le réseau d'eau et le réseau de services incendie. Donc des brassages entre différentes canalisations, d'ouverture de vannes, fermeture de vannes, entre le château d'eau de Dompierre et le château d'eau de Sainte-Soule, il a fallu purger et tout ça. Et effectivement, à ce moment-là, il y a un film qui peut se décrocher des canalisations et provoquer un trouble de l'eau de façon olfactive, gustative, mais aussi visuelle. Donc le service de l'eau a travaillé pour mettre un terme à ces désagréments, qui restent des désagréments ponctuels. Des analyses complémentaires sont en cours pour assurer définitivement tout le monde sur la qualité de l'eau distribuée, qui est potable, je vous le rassure, mais en tout cas c'est des éléments que vous avez pu vivre la semaine dernière. Voilà sur ces informations complémentaires. Je m'associe à ton introduction qui était de dire, je remercie les enseignants qui ont fait cette rentrée, souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui nous ont rejoints, et je remercie fortement Laurent Seigny et toute son équipe, les restaurants scolaires, ADSEM, personnel jeunesse, qui travaillent d'arrache-pied tout l'été. Ça se voit très peu parce que nous on a la chance de plutôt être en vacances, et eux ils préparent pour que le 1er septembre ou à la rentrée nous puissions accueillir de façon la plus sereine possible les enfants. Donc un grand coup de chapeau, et monsieur le directeur général, vous transmettrez à vos équipes, à toutes les équipes qui ont travaillé, et les services techniques aussi, qui ont préparé la rentrée scolaire dans les meilleures conditions. Et bien entendu, maintenant, place aux enfants, qu'ils apprennent, qu'ils grandissent, qu'ils échangent les uns avec les autres, qu'ils apprennent aussi non seulement le savoir, mais le savoir collectif aussi qu'on doit leur proposer. Et puis, c'est à vous de jouer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Marie. N'hésitez pas, si vous aviez des questions à poser à Marie sur cette rentrée scolaire ou sur les sujets qu'elle vous a présentés assez largement sur les thèmes de la jeunesse. Je suis sûr que Marie est à vos dispositions et qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas dites parce qu'elle était limitée dans le temps. On a un impératif, c'est d'aller assez vite dans ce conseil municipal, puisque certains autour de la table sont fans de l'OM. Voilà. Non, je sais que c'est pas toi, Cathy, t'inquiète pas, t'as pas besoin de le dire. On l'avait deviné. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie ? Je n'en vois pas, donc on va passer tout de suite. Merci encore Marie, et puis on rentre cette fois dans le vif du sujet du conseil municipal. Je vais faire voter les 2 PV, puisque on avait 2 PV
qui n'avaient pas été validés par le conseil municipal. Un qui était signé par monsieur René Puy-Aubert, hein, qui donc date du 1er juillet, et l'autre du 20 mai, rédigé par monsieur Bézagu. Concernant le procès verbal du 20 mai, est-ce que vous avez des observations? Ou est-ce que monsieur Puy-Aubert a été parfait, comme souvent? 20 mai, c'est Nicolas Bézagu. Mais non, vous êtes parfaits tous les deux. Voilà. Donc effectivement, 1er juillet, c'est monsieur Puy-Aubert. Alors on va reprendre. Est-ce que vous avez des remarques à faire on va faire par ordre chronologique, dans le PV qui avait été rédigé par Nicolas Bézagu, tout aussi parfait que monsieur Puy-Aubert? Pas de remarques particulières, je soumets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et je passe au procès verbal du mardi 1er juillet 2025, là rédigé effectivement par l'excellent René Puy-Aubert. Est-ce que vous avez des remarques particulières? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, les 2 PV sont adoptés à l'unanimité sans aucune modification. Le point 0, qui lui ne se vote pas, mais c'est une information qui est transmise aux conseillers municipaux sur les décisions prises par le maire dans le cadre des délégations que vous m'aviez confiées en début de mandat. Et ça recense l'intégralité des dépenses, notamment qui ont été faites sur la commune de plus de 1 000 euros depuis les derniers conseils municipaux. Et vous le voyez donc à la présence des 2 feuilles recto-verso que les services ont beaucoup travaillé. J'allais dire beaucoup dépensé, mais beaucoup travaillé. Et il ne s'agit pas de dépenses, mais d'investissement pour le bien-être de la commune. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ces 2 feuilles? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Non, je ne soumets pas au vote. Ça ne se vote pas, c'est une information. On rentre maintenant dans l'ordre du jour que je vous ai présenté tout à l'heure. Le point 1, c'est le budget principal, décision modificative budgétaire numéro 1. Vous connaissez maintenant en fin de mandat l'exercice budgétaire. Une fois le budget principal adopté courant du mois de mars, pour le faire évoluer quand on a des évolutions à la marge, des modifications entre les différentes lignes de crédit, il faut procéder à des décisions modificatives. Moins on en fait, c'est que le budget a été le plus juste possible et on a eu moins de surprises. Et effectivement, c'est la première, on est au mois de septembre, donc 5 mois après l'adoption du conseil du budget, ce qui est plutôt positif et surtout c'est des choses qui ne dépendent pas de nos choix. Une décision modificative qui concerne la section de fonctionnement. On est sur simplement un jeu d'écriture concernant le remboursement d'avance sur les marchés publics, qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme vous l'avez vu. Et concernant le restaurant scolaire, on anticipe des dépenses éventuelles, notamment sur l'alimentation en eau, puisqu'il faut qu'on modifie le compteur. On n'est pas sûr d'avoir besoin de ces 15 000 euros, mais on sait qu'on ne dépensera pas les 15 000 euros sur les travaux de l'église. Donc on fait glisser en anticipant ces travaux qui étaient prévus sur l'église, sur le restaurant scolaire. Concernant la section de fonctionnement, là, on est obligé de trouver des moyens pour financer les dépenses du SDER. Le SDER, je vous rappelle, c'est ceux qui enterrent les réseaux, les réseaux électriques et d'éclairage public. C'est eux aussi qui s'occupent des feux de la commune. Et jusqu'à aujourd'hui, nous remboursions les travaux du SDER sur la section d'investissement. Or, le SDER a été un peu rattrapé par la patrouille de la Chambre régionale des comptes et donc doit nous indiquer que dorénavant, ces remboursements devaient se faire sur la section de fonctionnement. C'est ce qu'ils ont donc indiqué à l'ensemble des communes qui sont membres du SDER. Et donc, nous avions prévisionné 45 000 euros sur une ligne d'investissement. Je regarde M. Martel qui suit ça avec attention, sur les travaux du SDER. Et donc, nous ne l'avions pas en section de fonctionnement. Donc, pour financer cette participation financière au SDER et cette contribution au SDER de 45 500 euros, on vous propose de prendre sur les lignes de crédit qui sont indiquées sur la note de synthèse, dans la section de fonctionnement, en créance admise non-valeur pour 8 000 euros, en alimentation pour 20 000 euros, en petit équipement pour 1 000 euros, en prestation de services pour 3 000 euros et en réseau d'éclairage public pour 4 500 euros. Il y a 2 types de petits équipements, ce qui fait un total de 45 500 euros, ce qui nous permettrait donc de contribuer au SDER à la hauteur de ce qui nous est demandé. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Je soumets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. J'en profite puisque je parle du SDER pour vous annoncer une excellente nouvelle. C'est qu'enfin, l'ampoule du feu rouge, du seul feu rouge de l'avenue de la Libération devrait être changée prochainement. Ça fait 1 mois et demi qu'on attend l'intervention du SDER et qu'il a fallu relancer à plusieurs reprises. Mais Alain Martaille ne lâche rien et donc il a obtenu enfin le changement de l'ampoule par le SDER. Certains dont Pierrois nous disaient vous n'avez qu'à le faire, sauf que quand ça ne nous appartient pas, on ne peut pas y toucher. On n'a pas l'autorisation. Donc c'était le feu rouge, le petit feu rouge en bas,
qui donc ne marchait plus et ça devrait être changé très prochainement. Je vais laisser la parole, je vais la redonner plutôt la parole à Madame Marie Devers qui va nous parler de la convention de mise à disposition d'un agent communal auprès du collège Marc Chagall de Dompierre-sur-Mer, mais là aussi vous y êtes très habitué. Oui, exactement. Ce n'est pas la première fois qu'on passe une telle délibération. Chaque année, on repasse à peu près la même. Donc ce soir, le conseil municipal est invité à se prononcer sur la convention de mise à disposition à titre gratuit d'une agente communale. En l'occurrence, c'est la responsable de la maison des jeunes, responsable et animatrice de la maison des jeunes auprès du collège Marc Chagall. Je l'ai un petit peu évoqué déjà tout à l'heure. Effectivement, notre responsable de la maison des jeunes intervient très régulièrement au sein du collège et ça permet aussi de maintenir ce lien et ces connexions entre la maison des jeunes et les collégiennes et les collégiens, donc c'est extrêmement important, puisqu'on sait aussi à quel point les jeunes du collège ont besoin parfois de se confier ou d'avoir une relation de confiance avec une personne autre que leurs parents. Et donc je vous demande ce soir, en tout cas le conseil municipal est sollicité pour approuver les termes de la convention de mise à disposition à titre gratuit de cette agente communale qui assure la mise en place de différentes actions dont l'exposition Malika UNICEF, l'exposition 13-18 questions de justice, Festiprève, de nombreux projets en fait qui ponctuent l'année scolaire et qui ponctuent aussi la vie des collégiennes et des collégiens. Donc, le conseil municipal est sollicité pour approuver les termes de cette convention et autoriser monsieur le maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce afférente à ce dossier. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions particulières? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et je m'associe à tes mots aussi sur la qualité du travail de cet agent qui donc travaille sur des sujets de citoyenneté et en lien avec le collège et encore une fois l'agglomération. Et j'ai oublié tout à l'heure, dans ce que je voulais rajouter concernant les jeunes et l'agglomération notamment, c'est que je le rappelle tout le temps, les jeunes aujourd'hui de moins de 11 ans ne payent pas le bus. C'est une décision qui a été prise par l'agglomération il y a maintenant quelques mois et qui est donc en œuvre depuis le 1er septembre aussi. Donc c'est une bonne nouvelle aussi pour les jeunes de Dompierre-sur-Mer. Merci beaucoup Marie. On continue alors là dans les conventions toujours, mais on reste dans la jeunesse. On passe à la partie sportive. Et c'est monsieur Nicolas Bézagu qui va vous rapporter la délibération concernant la convention de mise à disposition de la salle Albert Rivas au profit des activités sportives du collège Marc Chagall de Dompierre-sur-Mer. Monsieur Bézagu, vous avez la parole. Merci monsieur le maire. Donc c'est une convention qui rentre dans le cadre d'une démarche d'utilisation optimisée des moyens dont dispose la commune, puisque construire de nouvelles installations, etc., c'est toujours bien, mais c'est un coût élevé. Déjà, commençons par bien utiliser et optimiser un maximum l'utilisation de ce qui existe. Et dans cette démarche-là, avec Laurence Sény, que je salue ici, parce que c'est notamment elle qui a porté cette démarche-là vis-à-vis du collège, qui recherchait des endroits pour pratiquer le sport, nous leur avons proposé d'utiliser la salle Albert Rivas sur des créneaux bien sûr disponibles, puisque c'est une salle qui est utilisée notamment par le karaté. Et donc on a pu ainsi faire bénéficier très rapidement au collège d'une salle, sans perturber les activités en place, sans que cela nous coûte 1 euro de plus à la commune. Donc je dirais tout le monde est gagnant et c'est très bien comme ça. Donc la commune de Dompierre-sur-Mer propose de mettre à disposition du collège Marc Chagall la salle Albert Rivas afin de lui permettre de mettre en œuvre dans des locaux couverts certaines de ses activités physiques et sportives et ainsi d'offrir aux collégiens une qualité dans l'accueil de la dispense des activités sportives. Bien sûr, il s'agit d'activités sportives adaptées à la salle Albert Rivas. Pour tous ceux qui la connaissent, il ne s'agit pas de faire du basket ou du handball dans cette salle. La convention de mise à disposition est prévue pour l'année scolaire 2025-2026. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet de convention dont un exemplaire est joint en annexe à la présente délibération, le conseil municipal est appelé à approuver la mise à disposition de la salle Albert Rivas au profit des activités sportives du collège, valider les termes de la nouvelle convention de mise à disposition de ce bâtiment et autoriser monsieur le maire à signer la dite convention pour une durée de 3 ans. Merci monsieur Bézagu, vous avez raison, optimiser. Il y avait donc un problème de salles disponibles autour du collège pour la pratique sportive. Les enseignants étaient venus nous voir en disant est-ce que vous avez autre chose à nous proposer?
Et quand on leur a montré ça, certains étaient un peu réticents parce qu'il fallait marcher pour aller jusqu'à la salle. Mais quand on marche, on fait aussi un peu de sport. Hein, et donc voilà. Et puis d'autres ont trouvé vraiment un charme à cette salle parce qu'on peut faire des activités un peu différentes de ce qu'on y pratique habituellement. Et donc c'est une très belle, en tout cas c'est une très bonne idée. Et vous avez raison de féliciter Mme Ménie puisque c'est elle qui avait eu cette idée que nous rapportons aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Bienvenue, Monsieur Delcourt. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On reste sur le sport, mais on change de pratique, puisqu'on va parler motocross, qui là, effectivement, on ne peut pas pratiquer le motocross, donc c'est à Albert Rivas. Donc, exactement. Mais par contre, on peut le pratiquer sur un terrain qui est adapté et qui existe depuis les années 90, un terrain donc de motocross qui est géré par une association que je tiens à féliciter pour son engagement et son sérieux dans la gestion de ce terrain un peu, qu'ils ont créé de A à Z. Il faut qu'on fasse une convention avec cette association pour leur donner les conditions justement d'utilisation de ce terrain à l'année. Monsieur Bézagui, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire, et je rappelle, puisque vous nous l'aviez indiqué il y a à peu près une semaine en bureau municipal, que ce terrain à la base était une décharge, et donc qui n'était pas du tout un terrain naturel, etc. Et donc il ne faut pas oublier l'histoire de ce terrain pour voir aujourd'hui son utilisation, et c'est un des seuls clubs de motocross de Charente-Maritime. Donc il faut savoir aussi offrir de la diversité et que chacun puisse exercer son loisir. Donc pour les besoins de son activité, l'association Motoclub Dompierrois souhaite bénéficier d'une partie des dépendances du canal Maran-La Rochelle au-dessus du tunnel Saint-Léonard, propriété du conseil départemental de la Charente-Maritime, sur laquelle est aménagée une aire d'entraînement pour le motocross. La convention jointe en annexe a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'association Motoclub Dompierrois est autorisée sous le régime des occupations du domaine public à occuper à titre précaire et révocable l'emplacement. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Est-ce que vous avez des questions particulières? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour le motoclub et merci beaucoup Monsieur Bézagu pour ces deux délibérations. Nous revenons cette fois au restaurant scolaire et c'est un ping-pong de chaque côté de la table. C'était bien fait, hein, bien calculé tout ça. Marie Devers pour la validation du nouveau règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires de la restauration scolaire. Pardon. Effectivement, on revient sur le règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires et de la restauration scolaire. Donc, je souhaitais vous informer que par délibération DCM numéro 90-2016-DEL du Conseil municipal, en date du 13 septembre 2016, donc il y a bientôt 10 ans, la commune s'était dotée d'un règlement intérieur des accueils périscolaires de loisirs, donc ça comprend la Sirène, Passeport, la Maison des Jeunes, et de la restauration scolaire. Ce dernier a fait l'objet d'une première modification par la délibération 094-2018-DEL du Conseil municipal du 11 décembre 2018. Eh bien, il était temps désormais de revenir sur le contenu de ce règlement intérieur. Finalement, on n'a pas changé énormément d'éléments, mais il était important quand même de faire quelques modifications sur les termes du règlement intérieur des accueils périscolaires de loisirs et de la restauration scolaire. Donc, c'est l'objet de cette délibération. Et vous êtes donc invité à approuver les quelques modifications proposées au règlement intérieur qui étaient joints en annexe de l'invitation au conseil municipal. Il s'agit principalement de mise à jour. Voilà. Est-ce que les tarifs. Vous avez des questions particulières? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On change complètement de domaine, mais finalement on reste du même côté de la table, puisque vous passez la main à votre voisin, monsieur Alain Martaille, qui va nous parler de l'adhésion au groupement de commandes balayage mécanique de la voirie, coordonnateur, commune de Dompierre-sur-Mer, commune adhérente Lagore, La Jarne, Nieul-sur-Mer et Saint-Sambre. C'est l'intercommunalité qui s'exprime. Merci, monsieur le maire. Enfin, en partie. Une partie, tout à fait.
Alors, il s'agit de l'adhésion, donc, comme vient de vous le dire, Monsieur le maire, au groupement de commande balayage mécanique de la voirie communale. Alors, afin d'optimiser les conditions de passation et d'exécution des marchés de balayage mécanique de la voirie, la commune de Dampierre-sur-Mer propose la constitution d'un groupement de commande avec les communes de Lagor, La Jarne, Nieul-sur-Mer et Saint-Sandre. Le coordinateur serait la commune de Dampierre-sur-Mer, qui serait en charge donc de la procédure de consultation. La procédure, c'est celle d'un accord cadre composite mono-attributaire, conforme évidemment au code de la commande publique. Comment est-ce que ça va se dérouler? Eh bien, il y aura une commission technique et non pas une commission d'appel d'offres qui instruira les offres. Voilà. L'engagement des membres, donc chaque commune signera et notifiera son marché et restera responsable de son exécution, notamment le paiement des prestations, bien entendu. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la constitution du groupement de commande, d'accepter que Dampierre-sur-Mer soit désigné coordonnateur et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et tous documents afférents. Merci Alain. Effectivement, donc comme l'expliquait aussi tout à l'heure Nicolas Bézagu sur l'optimisation, il faut aussi mutualiser. Et c'est le principe de cette proposition, mais c'est déjà des choses qui se pratiquent sur ce sujet. C'est le renouvellement et ce qui nous permet de travailler à plusieurs sur des travaux que nous ne pourrions pas faire tout seuls, ou en tout cas des machines que nous ne pourrions pas nous octroyer tout seuls. Est-ce que vous avez des questions particulières? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. On change de sujet encore puisqu'on va parler urbanisme et surtout dénomination d'une nouvelle rue qui se situe dans la tranche 3 de la zone d'aménagement concerté de la gare. Et c'est Madame Kalbach qui va vous rapporter cette délibération. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Oui. Donc ce soir, nous avons vraisemblablement la dernière rue de la ZAC à dénommer, puisqu'on est dans l'ouverture de la dernière tranche de la ZAC. Je considère pour ma part que le nom d'une rue doit faire appel à l'histoire du territoire sur lequel elle se trouve. En l'occurrence, dans la ZAC, il a été choisi... il a été privilégié de dénommer les rues par des noms de professionnels du cinéma. Donc, on ne va pas déroger à cette règle. Mais pour donner quand même une dernière touche de nos valeurs, des valeurs que nous partageons tous dans notre équipe, nous avons listé avec la commission quelques personnalités du cinéma qui nous ont semblé nous ressembler. Évidemment, des acteurs, des réalisateurs, il en existe beaucoup de grande qualité, mais nous avons du coup cherché des personnalités qui avaient un petit volet des valeurs que nous partageons. Donc la première personne que nous pourrions vous proposer, c'est l'actrice et chanteuse emblématique Jeanne Moreau, qui est née en 1928 et qui est décédée en 2017. C'était une figure majeure de la nouvelle vague. Elle a joué dans plus de 130 films et elle a marqué le cinéma français par son audace et son engagement. Mais également discrète, mais elle a été militante et active pour les droits des femmes. Et elle a soutenu financièrement des causes sociales, notamment en aidant des jeunes artistes issus des milieux modestes. La deuxième personnalité que nous avons retenue, c'est Romy Schneider. Née en 1938, elle est décédée en 1982. Icône du cinéma français et autrichien, Romy Schneider a incarné les rôles forts et complexes, brisant les stéréotypes de l'actrice glamour. Elle a également, parallèlement, été une figure de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, notamment en raison de ses origines et de son engagement public contre l'extrême droite en Allemagne et en Autriche. La troisième personne que nous avons évoquée en commission est l'acteur Jean-Pierre Bacry, décédé récemment en 2021, il était né en 1951. C'était un acteur, scénariste et dialoguiste
qui a marqué le cinéma par son humour acide, ses rôles humainement et socialement pertinents et son regard critique sur la société, mais aussi sa sensibilité à fleur de peau. Il a toujours refusé les distinctions officielles comme la Légion d'honneur, par conviction républicaine et anti-élitiste, préférant rester proche du peuple et des luttes sociales. Et la dernière personne que nous avons retenue, c'est Marie Trintignant, décédée à l'âge de 41 ans. C'était une actrice engagée. Elle a joué dans des films à forte dimension sociale et politique. Elle a aussi été une militante active pour les droits des femmes et contre les violences conjugales, un combat qui a pris une résonance tragique après sa mort, devenant un symbole de la lutte contre les féminicides. Chacune de ces personnalités incarne donc les valeurs qui nous sont chères: engagement social, égalité femmes-hommes, antiracisme, humilité. Je vous propose donc de retenir une de ces 4 personnalités, en peut-être procédant à un vote pour chacune des 4 personnalités. Merci Virginie. En tout cas, c'est les propositions qui sont faites par la commission. Je crois que la commission avait établi un ordre, la première étant Jeanne Moreau. J'avoue que c'est un choix cornélien. Choisir entre Jeanne Moreau, Romy Schneider et Marie Trintignant, c'est très difficile. Ces 3 femmes emblématiques qui représentent chacune aussi l'émancipation féminine, tout en évoquant aussi la culture. Donc c'est un choix cornélien. Je mets de côté juste un petit peu Jean-Pierre Bacry. J'adore et j'apprécie Jean-Pierre Bacry, mais quand on regarde les noms sur le quartier, on a Michel Audiard, Jean Gabin et Annie Girardot. Donc si on veut rééquilibrer un petit peu, autant qu'on choisisse une femme. Et voilà. Et en plus, il en manque sur la commune. Donc après, comment procéder, hein? C'est un choix complètement cornélien, hein, entre les 3 personnalités que vous nous avez présentées. Effectivement, nous pouvons procéder au vote, mais je crois qu'encore une fois, la commission avait établi un ordre et mis en avant la première qui était Jeanne Moreau. C'est bien ça. Tout à fait. Est-ce que certains d'entre vous veulent procéder à un vote sur les 3 ou les 4 personnalités, ou est-ce que vous accepteriez que nous respections le choix de la commission qui s'est tenu, je crois, de la semaine dernière? Est-ce que quelqu'un veut un vote? Oui? C'est toi, Georgia? T'as de l'humour, je ne m'étonne pas. Un bulletin secret avec proportionnel. Est-ce que vous, avant de procéder donc au vote, puisque je propose que ce soit Jeanne Moreau qui soit le choix de la baptême commission, et que ce tout à soit le fait. choix de la commission pour les raisons que tu as expliquées tout à l'heure, Oui. est-ce qu'il y a des questions particulières à poser à Virginie ou un message à passer? Oui, Marie. Un rapide message, je voulais juste remercier Virginie et sa commission pour la proposition de ces femmes, effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, emblématiques et qui représentent de façon assez forte des causes extrêmement importantes. Et je rebondissais sur ce que vous disiez, effectivement, sur le territoire national, on est quand même extrêmement déséquilibré en termes d'attribution de noms des rues pour les femmes. Sur les noms de rues, de boulevards, de bâtiments, et je trouve que c'est un très fort symbole de la part de ta commission, Virginie, de proposer un nom de femme, donc je ne peux qu'être en totale adéquation avec ces propositions. Et après, effectivement, le choix est cornélien, parce que là, on a 3 femmes extrêmement riches de par leur parcours et leur représentation, leur charisme et leur succès. Merci beaucoup Marie, et ça conforte aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le nom de notre restaurant scolaire porte aussi celui d'une femme. Voilà, Nina Métayer. Je vous propose qu'on passe au vote. Tu veux rajouter quelque chose peut-être, Virginie? Non, c'est bon. Je vous propose qu'on fasse un vote inversé, c'est-à-dire que qui vote pour que nous baptisions au nom de Jeanne Moreau la rue dans la tranche 3 de la ZAC? Qui vote pour? Qui s'abstient? Mais t'as le droit. Eh ben, tu t'es exprimé, donc tu t'abstiens? Très bien, merci. Et donc il n'y a pas de vote contre, puisque j'ai cru voir que l'ensemble des autres bras s'étaient levés pour Jeanne Moreau. Mais les 2 sont très respectables, voire les 3, il n'y avait pas de...
Voilà, il fallait bien faire un choix, et donc c'est Jeanne Moreau, effectivement, qui était le premier choix de la commission. Merci beaucoup. Nous passons au point 9, qui est donc sans doute le point central de notre conseil municipal ce soir, puisqu'il s'agit... Ah, j'ai oublié. C'est le point central quand même, c'est celui-là. En fait, il n'y a que des points centraux, mais j'ai été un peu trop vite. Donc le point 8, pardon, puisqu'il s'agit de parler de la forêt bleue, projet de plantation dans le cadre de la ZAC de la Gare et le parc urbain que nous sommes en train d'élaborer. Et je laisse tout de suite la parole à monsieur Jean-Philippe Samier sur ce sujet. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc sujet central évidemment, plantation d'une nouvelle forêt bleue sur le parc urbain. Cette fois il s'agira d'une superficie d'un peu plus de 4000 m². La première forêt bleue à l'entrée de Dompierre, on était sur 1 hectare. Voilà une convention qu'on va passer donc ce soir avec la coopérative Carbone, en lien aussi avec la CDA. Je l'ai placé. C'est important, le soutien de la CDA. Non mais sérieusement, donc il y a déjà des dates pour cette plantation qui ont été prévues. Donc on cherche à la fois des ambassadeurs, en forêt bleue, il y a plein de forêts qui ont poussé sur l'agglomération de La Rochelle. Nous, ça sera la 2e. Ils cherchent des ambassadeurs pour préparer les plans notamment. Et puis on a une date de plantation qui est prévue en novembre. Je dois la voir quelque part, je vais la donner tout de suite, parce que c'est important de fédérer autour de... C'est le samedi 23 ? C'est possible. Oui, tu peux faire confiance à Nicole. Ouais, c'est Nicole ? Oui. C'est Nicole qui... Non, oui, ok. Donc le 23 novembre, il y aura une deuxième plantation, c'est intéressant, en décembre, 2 semaines après, qui sera une plantation privée, alors on pourra s'y joindre quand même, mais la coopérative Carbone a fédéré les bénévoles du marathon de La Rochelle, qui vont faire une journée de plantation, puisque eux aussi, le but des forêts bleues, c'est aussi de capter du CO2, et vont faire de la compensation carbone en lien avec l'impact climatique de leur événement, parce que les gens qui courent, ça crée pas de CO2, sauf que les gens viennent de partout en France, c'est la problématique de l'événementiel. Donc ils font aussi de la compensation, et donc ils auront eux aussi une journée de plantation sur notre forêt bleue dans le parc urbain. Donc nous proposons ce soir au conseil... Nicole. Ah là là. Donc la plantation publique, c'est le samedi 22 novembre. On vous y attend tous ici, bien sûr, avec les bottes. Donc un terrain adapté vient d'être identifié. L'emprise foncière, je l'ai dit, 4250 m² sur les parcelles cadastrées numéro BV19 et BV23. Ces deux surfaces, ces deux parcelles, elles, sont d'une superficie totale de 9000 m², c'est l'ensemble du parc urbain. Et donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet de convention de partenariat qui est en annexe de la note de synthèse. Est-ce que tu as le nombre d'arbres que nous pourrions planter à cet endroit-là ? Oui, si vous vous souvenez bien, sur 1 hectare, on avait planté 8500 arbres. L'objectif, c'était 10 000. Donc, c'est à peu près, là, on va en planter à peu près 4000, un petit peu moins, sans doute. Merci beaucoup, monsieur Samier, pour cette belle délibération qui montre à quel point Dompierre-sur-Mer aime les arbres. Puisque depuis le début du mandat, entre les différents projets de forêt bleue, les arbres qui sont plantés par les services au quotidien, les projets aussi d'un arbre, une naissance, nous devons atteindre pratiquement les 13 000 ou 14 000, voire 15 000 arbres plantés. Avec celui-là, on va passer pratiquement les 20 000 arbres plantés sur le territoire, ce qui, je ne vais pas comparer aux autres communes, c'est pas l'objectif, mais en tout cas, je suis très fier de pouvoir présenter ce bilan en termes de plantation. Concernant le lieu où cette forêt bleue prendra place, il s'agit donc du parc urbain. C'est on va dire un espace du parc urbain, puisque une autre partie sera aménagée, d'ailleurs en lien avec un travail qui a été fait avec les habitants. J'espère qu'on va pouvoir vous présenter le fruit du travail des habitants remodelé par le cabinet qui nous accompagne et qui accompagne l'agglomération, qui est le cabinet de l'empreinte, l'atelier de l'empreinte, pardon, et trouvera place, je l'espère à terme aussi, à côté d'un maraîcher bio avec lequel nous sommes en train de travailler avec les services de l'agglomération et de l'aménageur, pour que ce soit une unité
de parcs urbains avec des endroits complètement naturels et laissés naturels. Et c'est pour respecter aussi ce qu'on s'est engagé à faire. Et puis ça, c'est une volonté de Nicole, et je remercie Nicole de nous avoir poussé aussi à conserver des endroits, des sanctuaires dans lesquels la nature peut complètement s'épanouir. Ce sera le cas de cette forêt bleue. Des endroits où on pourra profiter du parc, hein, puisque c'est un parc aussi où on peut se retrouver, on peut se promener. Et ça, c'est le deuxième temps dans un des lieux qui vous sera présenté. Et puis un parc aussi où on pourra cultiver, faire pousser et comprendre aussi comment on fait pousser avec un maraîcher bio qui pourrait être installé l'année prochaine. C'est un projet qui est difficile à monter. C'est la première étage de la fusée, c'est cette forêt bleue, mais le reste va s'imbriquer aussi au fur et à mesure. En tout cas, c'est une belle opération et j'invite tous les habitantes de la commune, mais au-delà, et habitants, de nous rejoindre pour cette plantation participative. Alors, de temps en temps, on rigole en disant « oui, vous n'allez pas sauver le monde avec ça ». Ben oui, mais on contribue un petit peu. Puis chaque pierre qu'on pose, chaque pierre qu'on construit nous permet aussi de mieux vivre la suite. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Jean-Philippe et merci à toute ta commission parce que je sais qu'à chaque fois tu me dis mais je suis pas seul et effectivement il y a un grand nombre de personnes derrière qui travaillent pour nous accompagner sur ces sujets-là et donc merci à toute ta commission. Est-ce que vous avez des questions particulières? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc on passe au deuxième point important de l'ordre du jour, même si tous les autres étaient aussi importants, puisqu'il s'agit donc du PLH, Programme local d'habitat pour sa période 2026-2031. Et donc la commune est sollicitée pour donner et émettre un avis. Je vais bien sûr laisser la parole à notre adjoint en charge des questions de logement et de social qui va donc vous relater ce qu'est ce fameux PLH. Et juste avant de lui laisser la parole, je tenais à remercier et à vous dire à quel point ce document avait été en gestation pendant longtemps, mais qu'il avait été travaillé collectivement avec l'ensemble des communes de l'agglomération, avec les services, avec les bailleurs, avec les promoteurs. Et pour la première fois de l'histoire des PLH, puisque c'est pas le premier PLH qu'on va voter, il a été vu et travaillé aussi avec les habitants à travers un comité, le CODEV, le fameux CODEV de l'agglomération. Et donc, vous l'avez sans doute vu parmi les 500 pages qui vous ont été proposées. Le CODEV a donc émis un avis sur ce PLH, a été reçu en conseil communautaire pour travailler. Et donc, c'est au-delà d'un document de programmation de l'habitat, c'est aussi un programme qui est citoyen et qui a été validé et construit collectivement. Bien entendu, il n'est pas idéal, il ne peut pas convenir à tout le monde, mais il pose bien entendu les grandes bases de l'enjeu qui concerne cette question de l'habitat, qui est sans doute un des enjeux les plus forts de notre territoire, d'où son importance aussi ce soir. Il ne touche pas qu'au logement social, il ne faut absolument pas le résumer à ça, il touche toutes les problématiques du logement, l'inclusion, les étudiants, les logements temporaires, les logements des travailleurs estivaux, voilà, il touche aussi la qualité du logement. Donc c'est toutes ces questions qui sont posées à travers le logement. Il y a bien sûr et bien entendu une fiche qui concerne plus en détail notre commune, qui fixe les grands objectifs de notre commune pour le prochain mandat, sachant qu'on a un objectif commun et collectif, c'est de pouvoir loger nos enfants. C'est de pouvoir loger ceux aujourd'hui que je rencontre dans mon bureau et que Denis rencontre dans sa permanence et qui sont les rendez-vous que nous avons le plus et qui n'ont plus la possibilité aujourd'hui de se loger sur notre territoire et qui hélas doivent se rendre en Vendée ou des fois un peu plus loin encore pour continuer à travailler sur notre territoire. Il ne s'agit pas uniquement, comme c'est caricaturé de temps en temps, de l'aide sociale ou du logement social. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment la vie sur notre territoire. Et le PLH doit donner les grands axes et les grandes programmations qui nous permettront d'inverser un petit peu la tendance de ce manque de logement sur notre territoire de façon générale. Donc en tout cas, je voulais remercier et féliciter tous ceux qui ont travaillé sur ce document qui a été difficile, mais qui a reçu, et c'est assez rare pour le souligner, pour ce type de document, l'unanimité du conseil communautaire, de l'ensemble des groupes et de l'ensemble des communes qui ont travaillé. Et donc, rendons à César ce qui est à César. C'est à Marie-Lise Lerépagnou qu'on doit ce travail collectif, la vice-présidente en charge des questions de logement et notre présidente de l'OPH. Et donc, pour vous le dévoiler, mais ne pas vous le dévoiler, pour vous le synthétiser, puisque vous l'avez eu dans la note de synthèse qui vous avait été jointe, et je suis persuadé que vous avez lu avec attention les 500 pages qui composent ce document, mais Denis Thibaudot, par sa verve et sa dextérité, va vous le synthétiser en à peine 5 minutes. J'en suis persuadé. Le pari est osé, parce que j'avais 420 pages très exactement. Comme c'est un dossier important, j'avais prévu de vous les lire in extenso. Donc si vous êtes bien assis,
prenez patience. Donc, je plaisante. Je voulais remercier Xavier Lempereur pour la synthèse réussie, et c'est une performance quand il faut résumer en 2 pages 420 pages. C'est fort. C'est fort. Alors, le PLH 2026-2031. On va faire preuve un peu de pédagogie. Qu'est-ce que c'est qu'un programme local de l'habitat? En fait, c'est un document stratégique et programmatique qui définit les orientations politiques en matière d'habitat à l'échelle intercommunale, en l'occurrence à l'échelle des 28 communes de la CDA de La Rochelle. Il énonce les objectifs à atteindre et les outils à mobiliser pour répondre aux besoins en logement. Un détail qui a son importance d'ailleurs, il faut savoir que contrairement au PLUI, il n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Celui qui nous concerne ce soir et qui nous est proposé court sur une durée de 6 ans, de 2026 à 2031. Le précédent devait s'achever en 2023, mais il a été en fait prolongé de 2 ans par l'État, ces services n'étant pas à l'époque en état d'assurer cette transition rapide, entre guillemets. Depuis, ça a permis aux services et aux élus de l'agglomération de travailler avec beaucoup de groupes de travail, avec les élus, les services de l'État, les services de la CDA, mais aussi, comme l'a rappelé monsieur le maire, le CODEV, le Conseil de développement, qui a élaboré, qui a contribué à l'élaboration de ce futur PLH, qui a donc été adopté le 3 juillet dernier par le Conseil communautaire. J'ai envie de vous dire une petite litanie qui revient régulièrement quand les communes sont sollicitées après un vote sur ce qui les concerne. Voilà, c'est pas récent. Ça concerne plein de données, mais je suis sûr que si les communes s'étaient réunies avant que le Conseil communautaire vote ce PLH, elles auraient certainement enrichi d'autant le débat communautaire. La loi est en fait comme ça, on s'incline, mais quand même, c'est mieux en le disant. Les 420 pages de ce document sont donc réparties, comme vous l'avez lu, je n'en doute pas, en 3 grands chapitres. D'abord le diagnostic des politiques locales de l'habitat sur nos territoires. Il y a ensuite le document d'orientation stratégique qui en découle. Et en 3e partie, le programme d'action thématique décliné commune par commune. Et donc, tout ça, ça a été fait sous la houlette d'un cabinet d'études qui a étudié toutes ces données pendant ces 2 années. Là encore, d'ailleurs, à ce propos de ce cabinet d'études, j'ai encore un petit regret parce qu'il ne s'est pas inspiré, contrairement à ce qu'on lui a susurré, des centaines de fichiers de demandeurs de logement, notamment ceux qui sont reçus sur notre commune, ce qui permet de territorialiser un petit peu les demandes et qui recèle beaucoup d'informations sociologiques précieuses pour élaborer ces programmes d'action concrètes en matière de logement, comme par exemple le fait qu'on comptabilise aujourd'hui sur notre commune 77 demandes de logement de familles qui sont en situation d'urgence absolue. Pour une commune de notre taille, c'est particulièrement important. Il faut savoir aussi qu'à l'échelle communautaire, ce qu'on appelle le DALO, le droit au logement opposable, c'est-à-dire les gens qui ont fait des demandes et à qui on n'a pas répondu pendant une durée, je crois que c'est 28 mois chez nous, sont donc prioritaires dans les demandes, mais quand il y a 0 logement, la priorité c'est sur 0, quoi. Et il faut savoir que les demandes d'ALO ont augmenté de 430% entre 2017 et 2024. Ça, c'est des chiffres que vous retrouvez dans les fameux 420 pages du document. Que disent les orientations tirées de ce diagnostic? Que la production résidentielle, on ne parle pas que des logements sociaux en la matière, l'ensemble de la production résidentielle ne repose plus uniquement sur la construction neuve, mais aussi sur la remobilisation du tissu urbain existant, en s'appuyant sur la sobriété foncière,
avec un effort de densification, voire de transformation de locaux d'activité en habitat, en privilégiant, je vous le résume vraiment fort, la qualité environnementale des constructions, intégrant les enjeux de préservation de l'environnement, notamment dans le domaine particulièrement précieux de l'eau sur notre territoire. Il s'agit d'offrir des logements diversifiés permettant de répondre aux besoins des ménages modestes et intermédiaires, avec une régulation du logement locatif, notamment pour les meublés de tourisme, mais on y reviendra lors de la prochaine délibération, et d'accentuer l'effort en direction des jeunes générations, étudiants et jeunes actifs, et des personnes âgées aussi. Les objectifs du PLH 2026-2031 sont donc plus modestes qu'avant. Ils sont de 1539 logements par an sur le territoire de la CDA, alors qu'ils étaient comme objectif, qui n'avaient été pas atteints non plus d'ailleurs, lors du précédent PLH, de 1895. Il faut savoir que lors des 4 dernières années, le nombre d'attributions de logements sociaux, qui suit la même courbe, a baissé de 57%, ce qui est assez énorme sur 4 ans. Les objectifs territoriaux, maintenant, qui concernent plus spécifiquement notre territoire. Les objectifs fixés sont de 100 logements par an sur 6 ans, dont 47 logements sociaux et 10 logements abordables. On sait que les logements abordables aujourd'hui ont beaucoup de succès au vu des taux bancaires qui sont sollicités et qu'on a des problèmes de rentabilité sur ces logements abordables. Donc on a une réflexion à l'échelle de la CDA autour de ce qu'on a déjà évoqué dans ce conseil, les fameux BRS, le bail social réel social. Solidaire, pardon. Voilà. Ces objectifs donc s'appuient sur, selon ce document, sur un constat d'une très forte pression démographique sur notre commune, qui dépasse désormais les 6 000 habitants. Mais en même temps, vu le dossier qu'on évoquait tout à l'heure avec Marie, vu la fluctuation des effectifs scolaires, avec ouverture puis fermeture de classes, il est difficile d'avoir une vision prospective réelle sur les prochaines années, si ce n'est qu'on nous annonce une nette tendance à une baisse démographique généralisée des populations. Autre remarque de ce document, notamment à la suite des réflexions de ce fameux CODEV, le Conseil de développement, l'insuffisante intégration d'une partie des nouveaux arrivants. Dans ce document, d'ailleurs à ce propos, c'est un constat que fait le CODEV, mais pas que sur notre commune. Il a une proposition qui a le mérite d'attirer notre attention. Il propose la création d'une sorte de maison de l'habitat mobile qui circulerait de commune en commune, qui permettrait de mieux intégrer les habitants et de mieux les associer, notamment aux projets de nouveaux logements. Enfin, la commission qui a travaillé sur ce nouveau PLH souhaite ajouter une observation à ce document en proposant une modification de la réglementation qui était en cours lors du précédent PLH. Lors de ce précédent PLH, il imposait des logements sociaux sur les parcelles de plus de 2500 mètres carrés ou de plus de 10 logements. Des règles malheureusement trop souvent contournées pour échapper à cette réglementation avec son lot de spéculation immobilière. Donc la Commission propose de baisser le seuil de ces unités foncières, non pas à 2500 mètres carrés, mais à 2000 mètres carrés, et non pas à plus de 10 logements, mais à plus de 8 logements. Et de soumettre donc cette observation aux services et aux communes concernées de la CDA de La Rochelle. Voilà, donc pour résumer ces 420 pages, je vous propose de
au conseil municipal, en accord avec la commission concernée, d'émettre un avis sur ce projet de PLH 2026-2031 de l'agglomération de La Rochelle. Merci Monsieur Thibaudeau. C'est donc un avis favorable avec une observation, en tout cas une réflexion apportée au débat ou en tout cas à l'étude, que l'agglomération étudie cette proposition qui, je ne le cache pas, on a échangé sur ce sujet, qui m'interroge en tout cas. Juste avant d'échanger sur ce sujet, simplement vous répondre aussi sur les communes qui sont associées après, une fois que le conseil communautaire a voté. J'ai bien indiqué dans mon introduction que les communes ont été associées sur la production de ce document depuis le début, par le biais des élus concernés que vous étiez, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir le construire. Donc c'est un travail collectif qui n'a pas été fait dans le dos des communes et voté par l'agglomération. C'est bien un travail collectif qui a été fait. Et ensuite, effectivement, c'était l'agglomération qui a la compétence de ce sujet, de voter, voilà. Et donc les communes effectivement donnent un avis, mais toute la procédure de mise en œuvre et en tout cas de rédaction de ce document a été faite avec les communes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le document a été voté à l'unanimité de tous les groupes politiques et de tous les territoires. Et c'est une chose assez rare pour pouvoir être soulignée sur un document de cette ampleur et de cette importance, d'avoir l'accord global. C'est qu'effectivement, il y a eu un vrai travail en amont de démocratie. Et donc, même si je comprends que vous auriez préféré mettre votre position avant, vous l'avez fait à travers toutes les réunions dans lesquelles vous avez siégé, Monsieur Thibaudeau. Sur l'observation, en tout cas, l'idée qui serait de dire il faut imposer aux promoteurs de faire plus de logements sociaux, en tout cas de baisser la taille de la parcelle sur laquelle ils ont l'obligation de produire de logements sociaux. En fait, moi, je me pose la question inverse. C'est est-ce que cette mesure serait en capacité d'améliorer la construction sur notre territoire ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le problème du logement social en tant que tel, c'est la problématique de constructibilité sur notre territoire. On se rend compte d'une chose, c'est que ce soit le social ou pas social, c'est qu'il y a un manque de capacité à construire. On le voit sur notre commune, on a des terrains qui ont été achetés par des promoteurs, privés ou publics, et sur lesquels il ne sort rien. Parce qu'il y a un problème d'équilibre économique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne trouve plus les gens pour acheter au prix qu'on en attendait. Voilà. Il y a une problématique de normes. On impose aussi de plus en plus de normes et donc c'est de plus en plus difficile de trouver cet équilibre économique à travers le coefficient de biotope que Virginie connaît bien, qui nous est imposé aussi, la loi ZAN, voilà. Ou alors on dit il faut libérer la loi ZAN et je ne pense pas que ce soit notre façon de voir les choses ici. Les conséquences aussi de ce que vous indiquez, il y a un promoteur, comment il fait pour financer les logements sociaux qu'on lui impose ? Il reporte le coût du logement social sur les ventes de ces lots libres, les parcelles privées. Et donc, qu'est-ce que ça sous-entend ? C'est que plus on réduit la parcelle, plus il fait payer ceux qui sont à côté, et plus ça augmente le prix du terrain. Ça fait ce qui s'appelle l'échelle de perroquet. Et du coup, on se retrouve avec un marché de l'immobilier, un marché du terrain qui est hélas inaccessible pour tout le monde. Et encore une fois, si vous avez lu le diagnostic du PLH et les perspectives, on se fixe des objectifs, mais on est incapable d'y arriver. Pas parce que politiquement on ne veut pas, c'est parce qu'il n'y a pas la capacité à construire. Pour les raisons que je viens d'indiquer, il y a un problème de constructibilité et les promoteurs aujourd'hui sont dans une impasse. Certains ferment les portes parce qu'ils n'ont plus de projets, en tout cas les projets sont plus équilibrés économiquement. Et donc je me pose la question, je n'ai pas dit que c'était une mauvaise mesure, une mauvaise idée, simplement qu'il fallait qu'on ait une réflexion sur ce sujet et qu'on mesure les conséquences d'une telle décision, en tout cas sur la capacité à améliorer la construction sur notre territoire. Donc cette proposition d'observation, j'y souscris, c'est-à-dire qu'on soumet aussi au service de réfléchir et de nous faire un retour. J'ai proposé aussi, quand on a échangé ensemble préalablement à ce conseil municipal, c'est que ce PLH mérite effectivement qu'on puisse le comprendre. C'est quelque chose qui engage sur plusieurs années. Ça peut évoluer aussi, il peut y avoir aussi des rajouts sur la période, mais qu'effectivement, on demande à des services de l'agglomération de venir échanger avec ceux qui le souhaitent autour de la table pour bien comprendre les tenants, les aboutissants. C'est un document qui le mérite. Et je pense qu'effectivement, puisque vous parlez de démocratie avant, après, ça aurait été bien effectivement qu'on ait cette présentation en amont. Et donc, on aurait pu, au sein de la commission, inviter l'agglomération, Marie-Lise Fleuret-Pagnou, comme on l'a fait sur d'autres sujets, sur l'eau, à venir présenter le PLH en amont. Et libre à vous d'organiser cette rencontre. Moi, j'y souscris complètement. Et comme, encore une fois, même s'il ne s'agit que d'un avis, l'important pour nous aussi, c'est bien de comprendre aussi ce qui se passe sur notre territoire et d'en mesurer les conséquences. En tout cas, pour répondre, je souscris à vos propos, Monsieur Thibaudeau.
un avis favorable avec une observation qui nous permettra peut-être d'étudier cette proposition et puis de l'enregistrer pour plus tard si effectivement on se rend compte qu'elle peut améliorer les choses. Est-ce que vous avez des remarques particulières sur ce PLH? Madame Kalbach. Merci, monsieur le maire. En effet, vous avez touché du doigt exactement le souci du PLH précédent qui a été pris en compte, c'est la maîtrise foncière. En effet, le nouveau PLH, par rapport à l'ancien, englobe une stratégie foncière en essayant de mettre en œuvre des outils pour pouvoir justement avoir cette maîtrise et pouvoir construire des logements sociaux. Un autre axe qui a été développé dans ce PLH, c'est tout ce qui concerne la rénovation énergétique, avec un volet très important sur cette transition énergétique. Et la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est la mise en compatibilité de ce PLH avec le SCOT. Avec le PLUI, bien sûr, mais avec le SCOT. Et le SCOT a été récemment adopté. Vous êtes bien placé pour le savoir, monsieur le maire, pour siéger au SCOT. Voilà, je voulais simplement aller complètement dans votre sens et le nouveau PLH a bien pris en compte tous ces axes. Merci beaucoup. D'autres prises de parole? Monsieur Thibaudeau. En fait, ce qu'on décrit, c'est la situation d'aujourd'hui. La crise du foncier, la crise immobilière de façon générale, mais pas pour tout le monde, je vous rassure. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Les taux bancaires pour l'immobilier ont quasiment doublé en 6 ans. Donc les marges, elles vont bien de ce côté-là, de 7 à 15%, plus que doublé. Voilà. Les marges du monde de l'immobilier, je ne parle pas des petits opérateurs à 2-3 logements, je parle du monde de l'immobilier structuré, n'ont pas baissé. Certes, ils ont des avantages techniques en matière fiscale, puisqu'ils ont possibilité de dissoudre leur société, d'en créer une autre au milieu, etc. Donc c'est un peu difficile à suivre comme péripétie pour calculer les marges que font ces promoteurs. Et puis je vous rappelle qu'à la fin, ceux qui se plaignent de ne pas faire suffisamment de marge pour engager des constructions, ils bénéficient quand même d'un argent public qui impacte fortement en positif leur marge. Quand on vend à des opérateurs immobiliers des terrains à 20% de leur valeur, ça fait quand même une petite marge sympathique pour ceux qui construisent dessus. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut envoyer un signal. Il n'y aura pas que ça. C'est un des outils qu'il faut mettre en œuvre. Il y aura aussi le fait qu'on puisse s'appuyer sur un organe qui pèse dans le monde de l'immobilier, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Je pense qu'on y reviendra lors d'un prochain conseil municipal qui permettra de faire justement une opération de maîtrise de foncier qui dépasse largement, en tout cas, les capacités de notre commune en matière d'acquisition de foncier et de préemption. Donc voilà, c'était simplement le signal qu'on voulait envoyer pour qu'il y ait une réflexion nouvelle qui s'engage. Je vous rassure, l'avis favorable du PLH aujourd'hui va être encore passé à la moulinette de multiples groupes de travail. Il y en a un déjà dès demain après-midi à la CDA pour rentrer plus dans le détail de l'application des objectifs de la CDA. Donc ça sera un outil qui va enrichir les propositions de base qui sont contenues dans les 420 pages de ce document. Mais nous n'étions pas du tout inquiets. Tu n'as pas à nous rassurer. Je sais qu'on est vigilant et qu'on travaille attentivement au sein de l'agglomération. Je te laisse libre de tes propos sur les promoteurs. En tout cas, il ne s'agit pas de faire le procès des promoteurs immobiliers à travers ce PLH. Ce sont des partenaires, des véritables partenaires qui nous accompagnent sur de multiples projets.
et qui sont aussi soumis à des difficultés. Je peux t'assurer que certains mettent la clé sous la porte, et j'en connais à La Rochelle particulièrement qui sont touchés, et qu'il faut qu'on sache être aussi collectif. Et moi, la seule question que je me pose, c'est les mesures que nous prenons, il faut savoir les estimer. Et si la mesure n'apporte aucun effet positif, elle ne sert à rien. Et si même elle dégrade la situation, c'est un coup dans l'eau, ça ne nous avantage pas. Donc simplement, cette observation, elle vise à ce qu'on demande à étudier cette proposition. Et puis, je vous fais confiance pour revenir vers le conseil municipal pour ensuite donner en tout cas le retour d'expérience ou le retour d'analyse de la part des spécialistes du domaine. Monsieur Martaille. Oui, juste une question, Denis. Je suis désolé, j'ai pas lu les 420 pages. Donc j'ai une question sur la date d'application de ces nouvelles règles, à savoir la règle en termes de surface, donc les 2000 mètres carrés, et puis le nombre de logements. Est-ce que c'est applicable 2016? Est-ce que c'est applicable au terme de la 2026, pardon. Ouais, j'essaie de me rajeunir, mais bon. Ou 2031. Est-ce que c'est progressif? Est-ce qu'il y a un étalement? Voilà, parce que si on passe comme ça du jour au lendemain, je dirais de 2500 mètres à 2000 mètres, vous voyez, je ne veux pas me faire l'avocat des promoteurs, hein, ni leur procureur d'ailleurs, ça risque de poser quelques problèmes, quoi. Ça risque de leur poser un certain nombre de problèmes. On avait la possibilité de faire deux types d'interventions sur ce PLH. C'était une réserve. Si c'est une réserve, les services de la CDA en charge de la politique de l'habitat ont l'obligation de transmettre cette modification, cette demande de modification à l'ensemble des élus communautaires. Puis une observation. L'observation, il n'y a pas obligation. Il y a un souhait qui est émis pour que les communes qui sont dans notre corps, puisque pendant les groupes de travail, cette question a déjà été évoquée, par contre elle n'a pas été reprise dans le PLH. Mais il y a d'autres communes que la nôtre qui ont émis ce type d'observation. Et donc ça va faire l'objet maintenant d'enrichissement de ce PLH à travers les groupes de travail. Il y en a un demain et il y en a un autre en novembre qui permettront d'adapter en fonction des réactions des élus concernés, des autres communes de la CDA, pour savoir si notre proposition retient leur attention, s'il faut l'appliquer de façon progressive, s'il faut éviter les effets de seuil pour faire des transitions entre 25 et 40% de logements sociaux. On peut imaginer plein de choses, mais que ça soit un sujet de débat entre les communes pour savoir si c'est approprié à la situation ou pas. Voilà. Je reviens quand même, parce que ça me paraît important ce débat. Si on avait eu ce débat avant le conseil communautaire, ces observations auraient pu remonter au conseil communautaire et interpeller les élus qui s'étaient déjà prononcés dans ce débat pendant les groupes de travail pour avoir un écho. Ça ne remet pas en cause le PLH, hein, je vous rassure, mais qui permettait d'élargir ou d'être un peu plus pointu sur l'application, territoire par territoire, de ce type de réglementation. Voilà. Très bien. Alors je ne voudrais surtout pas que le PLH soit caricaturé et réduit à cette discussion entre promoteurs et 2000 et 2500 mètres carrés. Vu la qualité de documents, vu les sujets qui y sont abordés, sur l'inclusion, sur les logements des femmes, sur les logements des étudiants, sur la transition écologique, sur l'anticipation du territoire vis-à-vis des problématiques de l'eau, sur le lien avec l'ensemble des partenaires, il s'agit d'un épiphénomène qui a été relevé certes par la Commission, qui est un sujet sur lequel nous pourrions travailler, mais ne réduisons pas le PLH qui vient de vous être présenté à simplement ce sujet. Et il faut aussi recentrer aussi sur les objectifs de notre commune qui ont été très peu abordés. Or, il y a quand même une fiche communale qui a été transmise et qui nous impose la construction de 600 logements sur les 6 ans qui viennent. C'est ça aussi qui est important pour les habitants de la commune et qui va nous engager à construire donc 100 logements par an. Ce qui est peu finalement par rapport à ce qu'on vient d'accueillir à travers la ZAC, mais ce qui est encore très conséquent pour la commune de Dompierre-sur-Mer. C'est aussi une obligation pour nous, puisque nous sommes déjà
nous payons la pénalité SRU. Si nous n'absorbions pas non plus de logements supplémentaires, eh ben, elle s'aggraverait et nous pourrions être finalement carencés. Et puis, deuxièmement, mais là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la capacité à construire, c'est qu'aujourd'hui ce ne sont que des chiffres sur la table. Si on ne met pas les moyens pour construire ces logements, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, et vous êtes tous pas sans le savoir, enfin vous le savez, c'est que le projet que tu vas présenter tout à l'heure de BRS, 4 logements BRS, c'est un projet qu'on a débuté il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Un promoteur immobilier qui construit donc un Chagnolet, un lotissement Fleur de Ville, il n'a pas tout commercialisé et il était venu nous voir en 2020. Premier rendez-vous que j'ai, 2020. Et son lotissement, il n'est pas construit. Sur les projets publics, on a des projets donc à la Fromagère, au Bois d'Arlette. Au Bois d'Arlette, on n'a pas trouvé de partenaire pour nous accompagner. Parce que les bailleurs publics aussi avaient des problématiques économiques et ne pouvaient pas accompagner nos projets. Et puis on est aussi confronté à une autre problématique. On densifie, on va travailler pour créer du logement dans les dents creuses et on se retrouve confronté à notre schizophrénie parce qu'on prône le vivre ensemble. Et bien, les habitants ils nous disent moi je veux pas personne dans mon jardin. Et donc on a des recours. Et les recours, qu'est-ce que ça fait? Ça reporte les projets. Donc en fait, c'est pas trop le problème de savoir 2500 ou 2000 mètres, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer la construction. La construction. Des terrains, on en a. On les met à disposition, ça ne construit pas. Donc ce n'est pas un problème de 2500, 2000 ou 3000. C'est aussi une volonté, on l'a, et puis la capacité de nos partenaires à nous accompagner. Donc le PLH, c'est bien entendu un projet global qui a été rappelé. C'est un zoom focal sur l'ensemble des communes. C'est l'obligation que nous avons de créer 100 logements par an, et j'ai bien peur que ce soit encore un chiffre, mais que nous n'y arrivions pas. Et donc c'est tout ça le PLH qui vous est proposé ce soir. Quant à la discussion en amont du PLH et du vote du conseil communautaire, encore une fois, libre à chaque adjoint, à chaque élu de prendre sa délégation et de la porter au débat public, au sein des groupes de travail, au sein des commissions, au sein du conseil municipal. Tout ça, ça doit se faire avant, effectivement, les votes. Et on ne peut pas dire que le PLH, on nous l'a imposé il y a un mois en disant, au fait, il faut que vous fassiez très vite. C'est un projet qui mûrit depuis 2024. Donc 2 ans et demi. Donc on a eu le temps aussi d'y travailler, on a eu le temps de le mûrir, on a eu le temps de le présenter aux uns et aux autres. Voilà. Donc en tout cas, le PLH, c'est pas uniquement cette question de 2000 ou 2500 mètres carrés, c'est un projet très global. Et donc c'est l'avis qui vous est proposé ce soir, à laquelle on associe une observation, si vous le voulez bien, qui visera à étudier cette proposition, donc de réduire, pour voir les conséquences que ça pourrait avoir sur notre territoire. Voilà. D'autres questions particulières ? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Qui donne un avis? Alors, qui est d'accord pour émettre un avis favorable avec les observations que nous avons émises avec Denis Thibaudeau? Alors, on va faire un vote positif aussi. Qui est d'accord pour émettre un avis favorable avec les observations? Qui s'abstient? Ok, qui vote contre? Merci beaucoup. Et je remercie M. Thibaudeau. C'est un sujet qui l'habite, très clairement. Et c'est normal. C'est un sujet humain, technique, politique, et qui mérite effectivement un travail important, un engagement, un suivi et des échanges réguliers. Voilà. Et donc je sais que Denis s'est emparé de ce dossier. Ça le prend à cœur aussi. Et puis de temps en temps, c'est le cœur qui s'exprime, la passion qui s'exprime, mais toujours avec cette même volonté politique que je lui reconnais et que je partage. Voilà. Nous passons au point suivant. On reste dans les logements, Monsieur Thibaudeau, puisque je crois que nous allons parler BRS. C'est ça? Ou c'est pas encore BRS? Point 10, bail réel solidaire. Donc j'ai bon. Cession de 4 parcelles au profit de Terranoé pour la construction de 4 logements en bail réel solidaire. Un sujet que vous ne découvrez pas, puisqu'on a déjà abordé à plusieurs reprises, et c'est une délibération qui nous permet cette vente. Monsieur Thibaudeau. On avait déjà délibéré sur cette question le 1er juillet 2024, puisque on avait programmé des travaux de voirie de viabilisation nécessaires à la construction de 4 logements en BRS, bail réel solidaire, portés par l'organisme Terranoé, rue de la Garouille, domaine de Fissac, à Chagnolet. Vous vous souvenez tout le monde s'était moqué de moi parce qu'on a dit ça y est, on est actionnaire d'un opérateur foncier. On ne se moque jamais de toi, Denis, c'est pas vrai. C'était le mot actionnariat. Oui, qui me... Voilà. Donc cette première phase de travaux est désormais achevée et réceptionnée, grâce à Alain notamment.
Il est donc proposé au conseil municipal maintenant de se prononcer sur la cession de ces 4 parcelles qui sont cadastrées, comme vous l'avez lu, BB 161, BB 162, BB 163, enfin c'est la bande de BB quoi, et BB 164, à l'organisme Terra Noé, dont nous sommes actionnaires, pour un montant global de 80 000 euros, soit 20 000 euros par parcelle. Vous connaissez ce mécanisme aussi qui permet, dans le cadre d'acquisition de parcelles, de réduire nos pénalités SRU. On avait voté le 23 septembre 2022 l'achat de ces parcelles d'une superficie de 1002 mètres carrés qui appartenait à l'époque à la société Sarl Normandis pour un montant de 195 000 euros. C'est de cette parcelle que proviennent les 4 lots qui ont été reconstitués. Donc là, la loi impose qu'on s'adresse au service des domaines pour qu'il estime la valeur réelle de ces 4 parcelles. C'est ce qu'il a fait. Il les a estimées à 220 700 euros. Toutefois, c'est pas la première fois qu'on applique ce mécanisme, compte tenu de la destination sociale de ces terrains, destinés à accueillir des logements sociaux au sens de la loi SRU, la commune est en droit de les céder à un prix inférieur à cette estimation. Donc cette minoration foncière constitue une sorte de subvention pour la réalisation de logements sociaux. Son montant est déductible des pénalités dues par la commune à l'État en raison de son déficit actuel en logements sociaux. Donc vous faites le calcul de 120 000 euros moins 80 000 euros, vous voyez le montant de ce qui nous permettra de nous exonérer en partie quand ces logements seront réalisés, donc ça ne sera pas en 2026, de cette pénalité SRU. Donc je vous demande d'autoriser monsieur le maire à entreprendre toute démarche, à signer tous les actes nécessaires à la cession de ces 4 parcelles pour un montant, je vous le rappelle, de 80 000 euros, soit 20 000 euros par parcelle. Merci beaucoup Monsieur Thibaudeau pour compléter, puisque certains aussi se posaient la question de savoir si c'était juste une cession de parcelle à donc un promoteur ou un foncier, mais il y a aussi un engagement de construire de ce promoteur, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une vente de parcelle, c'est qu'il y a un projet derrière, avec un permis de construire qui a d'ailleurs été présenté, si je ne m'abuse, par Virginie Calbac et vous-même en réunion publique à Chagnolet. Et donc c'est pas uniquement une cession de parcelle. Derrière, le promoteur immobilier dont nous sommes actionnaires d'ailleurs va donc construire 4 hébergements, 4 habitations qu'il mettra ensuite en vente puisqu'on est sur du BRS. Le terrain, on reste propriétaire du terrain. Enfin, le promoteur reste propriétaire du terrain et ça restera à vie pour en qualité de logement social, d'espace social. Mais en tout cas, c'est lui qui construit, qui vend à un futur propriétaire de BRS. Et puis pour conclure aussi, c'est notre bol de la commune de Dompierre-sur-Mer, puisque vous l'avez dit, c'est pas une compétence de la commune, le logement social, mais c'est nous qui avions décidé d'acheter ce terrain pour en faire donc ce projet que nous estimions vertueux et qui viendra aussi défalquer notre pénalité SRU, qui je le rappelle est d'un montant de 90 000 euros à peu près, monsieur le directeur général, 90 000 euros et qui risque d'augmenter dans les années à venir. Et donc c'est du gagnant-gagnant pour la commune et surtout pour le logement social. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Oui, René. Bon, ça marche pas ce truc-là? Si, ça y est, bon, c'est bon. C'est Terra Noé qui reste propriétaire des terrains. En cas de faillite, de dissolution de la société Terra Noé, qui est propriétaire des terrains? Alors, monsieur Thibaudeau, qui est spécialiste de la question du BRS, logement social, logement, c'est de la délégation, on va vous répondre, parce que c'est lui qui a étudié la question. Le bail réel solidaire a une particularité, c'est qu'il y a 2 aspects de vente dans la procédure. Contrairement au logement dit abordable, qui a bénéficié de clauses anti-spéculatives, notamment dans la ZAC de Dompierre, entre 5 et 7 ans, à la fin de cette clause anti-spéculative, ces logements étaient revendus au prix du marché. Ce qui faisait évidemment reculer d'autant mathématiquement le pourcentage en logements sociaux, puisqu'on
on réalimentait le marché libre, et que c'est un pourcentage entre les deux. Là, c'est un logement social à vie, si j'ose dire, puisque le terrain n'appartient pas à celui qui va acheter la maison qui est Il dessus. appartient À qui appartient-il en cas de faillite de la société? C'est ça la question, c'est en quelle faillite de la société. Le BRS, on l'a compris, mais si Une la disparition, société- tout simplement. Ah, écoutez le fiscaliste. Non, pardon, excusez-moi d'intervenir, mais ça restera la propriété de la société Terra-Noé. Ça sera au liquidateur de la société à trouver, à le vendre au meilleur prix. Mais ça pourrait être qu'un opérateur foncier. Un autre opérateur foncier, certes. Mais, le profil. Je ne suis pas certain, c'est à étudier, mais en tout cas, si jamais c'était le cas sur ce territoire, et tant qu'on est élu, on rachètera et on reproposera donc en bail réel solidaire pour avoir une continuité du logement social. En tout cas, tant que l'entreprise existe, hein, et c'est une entreprise publique, hein, en tout cas c'est un établissement public dont on est membre aujourd'hui, donc ils garantissent que ce soit ce soit construit pour du BRS et que l'entreprise ne changera absolument pas. Effectivement, ta question est intéressante, c'est si elle coule, qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, encore une fois, hein, c'est des décisions politiques puisque c'est une revente après imposée par le liquidateur judiciaire. Charge aux élus du moment de la liquidation d'imposer leur choix et éventuellement de racheter le terrain. Voilà. Ou alors, ça peut être le cas aussi de l'OPH, ça peut être le cas d'un autre opérateur, quoi. Mais ouais. D'autres questions? Oui, pardon, Virginie. Non, juste une petite précision qui pourrait faire plaisir à notre directeur général des services, puisque le BRS est une forme de logement social qui n'est pas exonérée de taxes foncières. Elle peut l'être à la décision de la commune ou de l'EPCI, mais aujourd'hui, elle ne l'est pas. Voilà, c'est une précision. C'est un complément. Mais voilà. D'autres remarques, d'autres questions? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, Denis. Nous restons dans la thématique logement, puisque nous passons au meublé de tourisme, et qui est un autre sujet qui est d'ailleurs abordé au sein du PLH que nous venons d'adopter, ou en tout cas pour lequel nous avons donné un avis positif. Il s'agit d'une convention de gestion des services, de services, demande d'autorisation, changement d'usage des locaux d'habitation. C'est transférer ce service et non pas cette compétence à l'agglomération. Et de quelle compétence parle-t-on? Vous savez que pour réguler les problématiques de location meublée de tourisme, la loi a imposé une déclaration. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus louer maintenant, que ce soit pour un jour ou pour 20 jours, votre logement particulier, sans faire une déclaration préalable auprès des services de la mairie, qui les instruit, qui les suit, qui les surveille et qui peut, le cas échéant aussi, demander des pénalités si jamais il y a un non-respect de la loi. Aujourd'hui, les services de la mairie, hein, ce sont les services urbanisme quand ils ont le temps, sachant qu'on n'a pas toujours le temps, le service de l'accueil, en tout cas on n'est pas paramétré, nous, communes, pour pouvoir suivre ces demandes de déclaration et faire ce suivi de ces déclarations. Et l'agglomération nous dit, écoutez, si vous le souhaitez, nous pouvons le faire pour votre compte. Il ne s'agit pas de transférer cette compétence d'instruction, mais de transférer simplement l'instruction pour notre compte. C'est ce qui vous est proposé à travers cette délibération. Juste vous donner aussi quelques chiffres. De quoi parle-t-on sur notre territoire? Aujourd'hui, en 2024, vous avez de déclarer 115 meublés de tourisme sur Dompierre-sur-Mer en 2024. Pour faire un parallèle aussi, ça représente 89 résidences principales et 38 résidences secondaires. On est en 2024 toujours. Et la différence entre une résidence secondaire et puis donc une résidence principale, ça vous la connaissez. Mais par contre, sur cette partie réglementaire, c'est que les résidences principales, vous avez l'autorisation de louer un maximum de 120 jours par an. Par contre, la résidence secondaire, vous pouvez louer autant que vous voulez. Mais vous êtes taxé aussi parce que vous êtes une résidence secondaire. Je vous rappelle que ce conseil municipal a donc augmenté la taxe d'habitation pour les résidences secondaires lors d'un de ces derniers conseils municipaux. Donc sur Dompierre-sur-Mer, nous avons 89 habitants qui gagnent un petit peu d'argent quand au moment de leurs vacances,
ils mettent en location aussi leur habitation principale. Il fallait le suivre, il fallait le mesurer, il fallait l'encadrer. On a des difficultés à le faire au sein de la commune de Dompierre-sur-Mer et c'est l'agglomération qui se propose de le faire. En plus, ça a une légitimité globale aussi sur le territoire parce qu'on parle aussi de la compétence tourisme et donc un suivi par l'agglomération de ce sujet. Et c'est ce qui vous est proposé à travers cette délibération qui n'engage absolument aucun échange financier entre les deux collectivités. Est-ce que vous avez des questions particulières? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est pas fait exprès, mais c'est un conseil communautaire très penché sur l'agglomération aujourd'hui. Hein. J'ai dit conseil communautaire. Conseil municipal. Hein. Non, conseil communautaire, c'est la semaine prochaine. Et là aussi, il y en aura beaucoup aussi. Et d'ailleurs, on continue sur le sujet de la communauté d'agglomération, puisqu'il s'agit de vous présenter de nouvelles compétences en matière d'action sociale et d'enseignement supérieur avec des modifications statutaires. C'est un sujet que vous connaissez aussi. L'agglomération a des compétences obligatoires et des compétences facultatives. Si elle décide de prendre ou d'élargir ses compétences, bien sûr, il faut qu'elle le décide d'une part en son sein, ce qu'elle a fait sur ces 3 sujets, mais qu'elle demande l'avis aussi des communes concernées, en tout cas membres de cette EPCI, et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. 3 compétences et finalement, à mon sens, au lieu de créer de nouvelles compétences, il s'agit surtout d'élargir et d'affiner certaines d'entre elles qu'elle exerce déjà pratiquement et complètement, et surtout 3 compétences que la commune n'exerce pas aujourd'hui et qu'elle n'est pas en capacité de faire. Les 3 compétences concernées concernent la coordination et donner de la cohérence à ce qui s'appelle le contrat territorial généralisé, que vous connaissez aussi, puisque Marie en a souvent parlé. C'est ce qui nous avait été imposé par la CAF en début de mandat, d'avoir cette cohérence sur l'ensemble du territoire. Et donc l'agglomération a embrassé cette compétence, a travaillé sur la coordination et sur des politiques familiales et son efficacité sur le territoire, a recruté même un agent pour le faire. Et donc de fait, depuis le début du mandat, ce contrat territorial généralisé est déjà une action qui est menée par l'agglomération de La Rochelle. Donc il s'agit simplement de valider, d'acter ce principe, et en plus on se rend compte de l'intérêt que nous avons à coordonner notre politique familiale, de la petite enfance, de l'enfance, à l'échelle du territoire. Vous avez tous entendu parler de la CTG, je sais que Marie a beaucoup travaillé, a fait énormément de réunions en CTG, que Laurent Seigny aussi, mais que ça a permis aussi de se rencontrer, d'échanger avec les autres communes de l'agglomération. Et donc il s'agit, à travers cette délibération, d'acter cette prise de compétence, mais qui était déjà dans les faits en place au sein de l'agglomération de La Rochelle. Deuxième modification de compétence, la santé. Aujourd'hui, seule la commune de Dompierre-sur-Mer a ce qui s'appelle un contrat local de santé. J'ai dit quoi? Non, seule la commune de Dompierre-sur-Mer a Christian Delcourt. À Christian Delcourt qui suit avec aussi autant d'attention les problèmes de santé. Mais effectivement, seule la commune de La Rochelle a ce qui s'appelle un contrat local de santé. Contrat local de santé qui aborde tous les sujets de santé, très transversal, que ce soit les problématiques de handicap, les problématiques de santé mentale, les problématiques de santé environnementale. Et on se rend compte que c'est des sujets qui sont de plus en plus abordés par nos concitoyens et que nous, communes, on a du mal à y répondre ou en tout cas absolument pas les moyens de le faire. Et c'est des sujets aussi qui doivent s'entendre à l'échelle communautaire. Si on prend la problématique des cancers pédiatriques qui ont été mesurés, en tout cas sur des territoires, c'est pas lié uniquement à Saint-Rogatien ou Périgny. C'est des choses qui doivent s'entendre au niveau communautaire et on doit s'en donner les moyens. Et d'ailleurs au niveau départemental aussi et même national. Mais en tout cas, si le territoire local n'a pas les moyens d'étudier les choses, de remonter, d'agir, la commune, elle en tout cas, ne l'a pas du tout. Et donc, c'est une prise de compétence finalement qui va élargir le contrat local de santé de La Rochelle qui existait déjà, qui va lui donner les moyens, qui a donc aussi acté aussi la désignation d'un élu désigné sur ce sujet, en tout cas qui est Marc Meignier pour l'agglomération de La Rochelle. Et nous avons donc la chance d'avoir Christian Delcourt qui suit avec attention ce sujet depuis de nombreux mois et qui va poursuivre en tout cas sur ce contrat local de santé, même si c'est une compétence agglomération. En fait, ça serait décliner, excusez-moi, bonjour à tous, ça serait de décliner en fait ce qui se fait à La Rochelle, etc., le décliner sur les communes. Il y avait eu un vote il y a à peu près un an et demi, parce que ça fait un an et demi qu'on ne s'est pas réunis là-dessus. Et bien sûr, j'avais dit qu'au niveau de Dompierre, nous, on était prêts à
tout ce qu'on pouvait mettre en place pour les habitants, n'importe comment, c'est dit bon. Alors après, comment, par quels moyens, enfin voilà, mais voilà, dans un sens où il ne faut pas que ça reste purement Rochelais, quoi. C'est justement, ça ne restera pas purement Rochelais, et Dompierre pourra y contribuer aussi avec les moyens mis en place par l'agglomération. Donc c'est vraiment le cas de cette proposition de prise de compétence nouvelle pour l'agglomération de La Rochelle. Et la dernière, en fait, c'est l'évolution d'une compétence qui existe déjà, puisque l'agglomération a donc embrassé la compétence enseignement supérieur à travers l'université, à travers les formations. Mais il y a quelque chose qu'elle exerçait pratiquement aussi de fait, sans le dire, c'est la vie étudiante. En dehors de, justement, quand on est assis à la fac, c'est les moyens qu'on donne aux étudiants de se déplacer, de se loger, les moyens sociaux, l'aide aussi alimentaire aussi, dont les étudiants peuvent avoir besoin. Et donc c'est quelque chose qui a été exercé, sans qu'on le dise vraiment, à la fois par l'agglomération, mais un petit peu par les communes. Et donc là aussi, une volonté aussi d'élargir cette compétence sur l'enseignement supérieur, sur le côté social et vie sociale des étudiants de l'agglomération de La Rochelle. Donc voilà ce qui vous est proposé aujourd'hui, comme je l'indiquais. Donc c'est un avis qui est demandé du conseil municipal, puisque l'agglomération, comme d'habitude, la méchante agglomération s'est déjà prononcée avant et a donné un avis favorable. Et les gentilles communes vont dire ce qu'elles en pensent après. Donc je vous propose à la gentille commune de donner son avis. Bien sûr, si vous avez des questions ou des interrogations sur les sujets qui vous sont présentés. Je ne vois personne qui veut prendre la parole, donc je vais soumettre au vote. Qui émet un avis défavorable ? Qui s'abstient sur un avis et qui vote contre un avis favorable? Eh bien écoutez, merci beaucoup. Qui vote contre un avis favorable. Je crois que nous arrivons à la dernière question. Je ne suis pas sûr. Si, c'est bien ça. Question 13, un chiffre... Non, question 13, chiffre porte-bonheur, et on reste dans le sujet de la soirée qui est la communauté d'agglomération. Mais là, en l'occurrence, je vais être moins sympathique avec la communauté d'agglomération, puisque la CDA, dans sa précipitation du Covid à l'époque, dans son installation, a oublié d'installer une commission d'intercommunalité d'accessibilité. C'est-à-dire depuis le début du mandat, nous vivons ensemble, mais nous avons failli, puisque nous n'avons pas de commission d'accessibilité. Oui, mais la commission d'accessibilité n'avait pas été installée officiellement et la CDA, en début de mandat, n'avait pas demandé aux communes de délibérer pour désigner ses membres. Or, elle souhaitait le faire parce qu'il y a des sujets qui sont d'importance et qu'il faut traiter. Donc, elle s'est dit, tiens, on va réunir la commission d'accessibilité. Et là, elle s'est rendue compte qu'effectivement, il n'y a pas de commission d'accessibilité d'installer. Donc, même si nous sommes en fin de mandat, il y a quand même des sujets à voir. La CDA nous demande de désigner les membres qui vont siéger au sein de cette commission d'accessibilité de l'agglomération de La Rochelle pour représenter notre territoire au sein de l'agglomération de La Rochelle, comme il y a d'autres commissions, il y a la commission économique, il y a une commission logement, que nous avons parlé tout à l'heure, et donc voilà, aménagement du territoire, il y a différentes commissions, et donc il manquait cette commission accessibilité. Le mal va être rattrapé ce soir, et donc je vous propose de désigner, si vous en êtes d'accord, en membre titulaire Christian Delcourte, puisqu'il est déjà au sein de notre conseil municipal, notre élu en charge de cette question de l'accessibilité. Et en membre suppléant, s'il accepte aussi, monsieur Jean-Michel Bernard. S'il l'accepte, vous êtes aussi d'accord derrière. Donc je sais que les deux, en fait, j'avais déjà discuté un peu avec eux, ils sont plutôt d'accord. Voilà. Et donc après, c'est la question va se poser pour vous. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Est-ce que vous exigez un vote à bulletin secret? Je vous propose donc qu'on vote pour les deux candidats en même temps qui valident l'installation de Christian Delcourte et Jean-Michel Bernard dans la commission intercommunale d'accessibilité. Qui vote pour? Je ne vais même pas proposer un vote autre puisque j'ai vu toutes les mains se lever. Vous faites donc l'unanimité, ce qui est rare en ces temps électifs, surtout au niveau national. Peut-être un futur Premier ministre qui se profile au sein de cette instance. Nous remercions l'ensemble du conseil municipal. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de nommer ça un petit peu tard dans le mandat. Au début, je m'étais renseigné auprès de la CDA et c'est là que du coup, avec Pascal, on avait dit on se fait au niveau local, le PAV, etc. On a travaillé beaucoup sur les places PMR là récemment. On attend les feux sonores du SDR. Quand ils auront réparé l'ampoule rouge. Voilà. J'en ai parlé avant que tu arrives. D'accord. Je t'ai entendu de Bordeaux. Voilà. Et en tout cas, voilà. Et bien sûr, je dirais au courant. Et la commission d'accessibilité locale
et bien sûr le membre des bureaux, principalement le maire bien sûr, de ce qui se passe à cette commission. Si elle se réunit avant le mois de mars, parce que c'est même pas sûr. Enfin, en tout cas, elle est élue. Et merci de votre confiance. Merci beaucoup Christian et félicitations pour cette élection. L'ordre du jour officiel étant épuisé, vous le savez qu'à chaque fois nous avons quelques informations à vous communiquer et je vais pour ce faire laisser la parole à ma droite et à ma gauche concernant des informations d'événements, d'organisation. Juste avant de laisser la parole à Amaël et puis Jean-Philippe, je voulais, Madame la première adjointe, vous remercier et remercier l'ensemble des services et l'ensemble des associations qui vous ont proposé un magnifique forum des associations qui s'est déroulé il y a 15 jours dans une excellente ambiance et qui a montré à quel point nos associations sont dynamiques, volontaires, mais surtout qu'elles vivent bien ensemble. C'est un plaisir de les voir et de proposer des choses pour notre commune. Et c'est un très beau moment citoyen pour notre commune. Avant, enfin, de vous laisser la parole, je vais vous communiquer 2 dates qui concerne notre conseil municipal. Le prochain conseil municipal, sauf changement de dernière minute que je vous communiquerai par mail, se réunira le 4 novembre et le dernier de l'année 2025 devrait se réunir le 16 décembre. Pour ceux à qui auraient échappé à l'actualité, je vous annonce aussi que les élections municipales ont été fixées. Les dates fixées par le Conseil d'État et annoncées par le Conseil d'État sont le 15 mars et le 22 mars 2026. J'ai fini pour ma part les informations que je voulais vous communiquer, mais je laisse le meilleur pour la fin s'agissant des animations et de la commune. Et je sais qu'au mois d'octobre, elles sont denses, Madame la première adjointe. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc avant le mois d'octobre, il y a C'est vrai que tu n'as pas eu une délibération ce soir. J'étais trop contente de venir en conseil municipal ce soir. Les mains dans les poches, ça fait vraiment plaisir. Je rêve de ça un jour. C'est très très agréable, Monsieur le maire. Je vous le souhaite pas, mais c'est vraiment très agréable. Donc en fait, on commence par le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est en effet, en tout cas, la semaine la semaine pour nettoyer la planète. Donc depuis samedi 13 septembre, vous pouvez à travers un QR code ou un flash code en fonction des vocabulaires, vous inscrire pour nettoyer votre rue, votre quartier ou à travers votre association, les sites que vous utilisez. En tout cas, il y a un contact qui est Michael Duchemin. N'hésitez pas à vous rapprocher de lui. Il vous mettra à disposition un certain nombre de matériel. Cette semaine a lieu du 13 au 21 septembre. Et le 21 septembre, c'est la pesée sur le marché à 11h30. Donc, c'est une initiative du CMJ, de nos jeunes élus, qui en effet se sont montrés très, très, très impliqués dans ce projet. Et aujourd'hui, tiennent le fil et le maintiennent, puisque c'était un projet qui avait, en tout cas, cette semaine avait été initié sous la précédente mandature et on tient fort à essayer qu'elle reste et que les habitants continuent malgré tout, parce qu'on note de nettes améliorations, néanmoins, sur les déchets, mais voilà. Donc ça, semaine de Nettoyons la nature, nettoyons la planète, du 13 au 21 septembre, c'est en cours. Vous pouvez encore cliquer et vous occuper de votre rue. Ensuite, au mois de septembre, journée du patrimoine, samedi 20 septembre. En effet, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, nous avons le plaisir de vous inviter à redécouvrir l'un des trésors discrets mais fascinants de notre ville, le tunnel Saint-Léonard, véritable prouesse d'ingénierie et témoin d'une époque où le canal était au cœur de la vie économique et sociale. Ce passage souterrain conserve toute son aura mystérieuse et majestueuse. Durant toute la journée du 20 septembre, vous aurez l'occasion de profiter de nombreuses animations. La première, c'est un apéro conté dont le titre est « Le canal sous la montagne », une racontée conte en paroles et en images par Raphaël Lemauve de la compagnie La Valise de Poche. Donc rendez-vous 11h au Bois de Pin pour ensuite aller se balader autour du canal et pouvoir profiter en tout cas de cette création artistique, puisque c'est une création par cette compagnie La Valise de Poche. Ensuite, à 16h, des ateliers pour les petits et pour les grands. Venez découvrir l'univers du webtoon lors d'une
conférence participative animée par Olivier Lebleu. Je vous laisserai aller vous rendre à Salle Isabelle Autissier à 16h samedi pour découvrir l'univers d'un webtoon. Et qu'est-ce qu'en effet derrière ce mot on peut découvrir en termes d'illustration et aborder la bande dessinée d'une autre manière. Et enfin, 18h30, exposition de documents et d'archives par le Conseil des sages et les membres de l'association LACPA, Association d'histoire et de géographie du pays de Nice. Donc, moment de rencontre et d'échange avec des passionnés du patrimoine. Ces journées sont l'occasion de rendre hommage à notre beau patrimoine, mais aussi de rappeler combien il reste vivant et fragile. La récente actualité rappelée par M. le maire en début du conseil municipal, marquée par l'accident survenu hier le long du même canal, nous le rappelle avec force. Ce lieu chargé d'histoire est également un lieu de vie qui appelle à notre vigilance et à notre respect. Oui, Salle Isabelle Autissier. 11h, bois de pain, 16h et 18h30, Salle Isabelle Autissier. Donc ça, samedi 20 septembre, vraiment, vraiment, on compte sur votre présence. Au rendez-vous où vous le souhaitez. Hein. L'essentiel, c'est de venir, en tout cas, découvrir votre beau territoire. Et ensuite, Octobre Rose. Donc cette année, Octobre Rose est placé sous la phrase « Mieux vaut prévenir que guérir ». Donc une action... Une marche est organisée en tout cas portée par la municipalité, accompagnée par 2 associations très impliquées sur le territoire, l'Échappée Nordique et Dompierre Rando. Il vous propose donc un parcours au départ de la salle du conseil municipal pour pouvoir aussi à nouveau découvrir votre territoire, mais aussi montrer votre engagement au sein de cette cause si importante pour notre commune. Et le lendemain, nous aurons le camion de la CPTS, qui est le camion, en tout cas, c'est une action portée par le CCAS. Ce camion, Jean-Michel, peut-être tu peux en dire un mot, lundi 6 octobre, sur la place du marché. Un camion, si vous le souhaitez, à partir du 1er octobre, vous pourrez avoir accès à un rendez-vous gynécologique pour venir faire un dépistage ou un suivi. Gynécologue et sage-femme seront présents au sein du camion de la CPTS lundi 6 octobre sur la place du marché. Est-ce que j'avais d'autres éléments? La chorale des quartiers, ben oui. Ça, je te laisserai toi en parler. Moi, peut-être, la chorale des quartiers, on est au niveau des conseils de secteur. Cette année, et monsieur le maire l'a rappelé déjà au vœu, et l'a annoncé en tout cas au vœu 2000, quand la municipalité a présenté ses vœux aux Dompierrois et aux Dompierroises en 2025, vous avez pu constater qu'en effet les travaux du foyer Ferdinand Rieu avancent et on commence à percevoir un petit peu ce que va donner cette réhabilitation et cette rénovation. Nous sommes partis sur le principe de pouvoir laisser une place à nos conseils de secteur de commencer à habiter ce foyer Ferdinand Rieu à travers l'inauguration. Chaque quartier aura la chance de pouvoir participer à une chorale, entre guillemets, montée par 2 chefs de chœur, Sophie Taurin et Corinne Fiquet. Il y a eu un référendum qui a été fait cet été et le thème qui a été retenu, si je ne me trompe, c'est le thème de la joie. Donc, bientôt, nous allons vous transmettre les différentes dates pour venir assister aux répétitions et venir participer à cette grande chorale qui aura lieu le jour de l'inauguration du foyer Ferdinand Rieu. Le thème choisi est la joie. Bon, ça a l'air triste. Voilà. Voilà, c'est celui qui a récolté le plus de votes. Merci beaucoup, Madame Denis. Vous avez oublié le plus important. La fête de la pomme. La fête de la pomme. J'allais y aller. Ah. J'allais y aller. La fête de la pomme, rendez-vous 11 et 12 octobre sur le territoire de Dompierre. En tout cas, la 31e édition de l'un des
le plus grand rassemblement, en effet, et la plus grande manifestation sur le territoire de Dompierre-sur-Mer, qui dépasse largement les frontières de notre commune. Donc je vous invite tous à venir sur ce week-end-là, à vous inscrire. Non, c'est plus possible pour le relais de la pomme, il n'y a plus de place. Mais en tout cas, venir soutenir les sportifs, dont Monsieur le maire, évidemment, hein, qui sera relayeur 2. Et moi, relayeur 1. Voilà. Donc, non, nous sommes ravis de pouvoir participer à cette course, Monsieur le maire, quand même, vraiment. Mais aussi à pouvoir profiter de tout ce week-end et de pouvoir, en effet, manger des pommes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, on passera ici, effectivement, dans 2 semaines, aussi le repas des aînés. Ah oui. Je rappelle, très important et moment très attendu par nos amis dompierroises et dompierrois qui ont dépassé l'âge, c'est combien ? 73 ans. Un très beau moment convivial aussi, le 28 septembre. 27 ? 27. 28, dimanche 28. Et pour terminer ce conseil municipal, je laisse la parole à Jean-Philippe Samier, quelques informations sur des animations et des manifestations organisées dans le cadre de ses délégations. Oui, bonsoir à toutes et tous, bonsoir à la CDA. Alors, donc je voulais parler de la semaine européenne du développement durable. Comme vous le savez, c'est une semaine qui se dure sur plusieurs semaines. Et du 18 septembre au 8 octobre, nous on a décidé comme tous les ans, de faire quelques actions, de proposer des actions au travers d'un certain nombre d'associations, donc notamment l'AMAP, comme tous les ans, qui sera présente et qui proposera une dégustation lors de sa distribution, et c'est ça le mercredi 1er octobre, ici même, dans la salle du Conseil. Ensuite, nous aurons lors du marché du 5 octobre, le même jour qu'Octobre Rose. En même temps, vous savez que le développement durable, c'est pas seulement des questions environnementales, mais aussi il y a tout l'axe social, et c'est très bien qu'on joigne tous ces événements. Donc le dimanche 5 octobre, sur le marché, il y aura un stand mené par l'association Répare-moi, le Esquenay. Donc vous pourrez amener vos petits matériels pour les faire réparer ou travailler avec lui pour ça. Il y aura un stand des Lucioles, ce projet d'énergie citoyenne, qui présentera aussi donc le projet sur le foyer Rio. Et puis il y aura un stand de Forêt Bleue en lien avec le projet dont on parlait tout à l'heure de plantation, et qui vous parleront donc de cette plantation du 22, je regarde Nicole, 22 novembre. Voilà, le 5 octobre, il y aura aussi le Green Cross, les petits chagnoletés qui organisent comme tous les ans le Green Cross, qui est green. Alors, d'après Nicolas, tout le monde court avec des chaussures vertes, les enfants, c'est ça, hein. C'est cette année, c'est la nouveauté. Et puis aussi, donc, pour vous annoncer le démarrage des réunions, des conseils de secteur. Comme tous les ans, on aura des réunions publiques, donc 6 secteurs, 6 réunions publiques, quasiment tous les lundis, hormis les vacances scolaires. Et le premier, c'est le lundi 6 octobre, ici même, ça commence par le secteur de Bellecroix, Gabardelière, Corneneuve et l'Abbaye. Écoutez, vous avez été efficace, ce qui va permettre à Cathy d'aller voir la deuxième mi-temps du match de l'OM contre Madrid. Et je tiens à rassurer Cathy et Romain, parce que je pense que Romain est aussi un peu intéressé. Je crois qu'à la mi-temps, il y avait 1-1, selon les informations qu'on m'a transmises. Comment ? Il paraît. J'espère que je t'ai pas spoilé, que tu n'avais pas enregistré. Non, ça va. En tout cas, je voulais vous remercier toutes et tous pour vos interventions de ce soir, pour vos échanges. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous le 4 novembre, mais j'espère bien avant, pour toutes les animations et tous les événements que nous avons proposés, ou les échanges citoyens. Excellente soirée à toutes et tous. Vive Dompierre et vive l'agglomération de La Rochelle.